Voilà, donc toujours un peu le trac, spécialement le premier cours de l'année. Merci beaucoup d'être venu. Je voulais peut-être, avant de commencer mon cours, vous dire 2 mots sur les prix Nobel d'hier. Voilà. Donc, en fait, il a été donné à 3 personnes. Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philippe Ditbig. Voilà. Alors, en fait, je vais vous dire quelques mots sur ses collègues. Donc, évidemment, en fait, Ben Bernanke, en fait, sa récompense à la fois, c'est une carrière de chercheur, mais également une magnifique carrière de policymaker, puisqu'il a été président de la Fed il a été président de la Fed au moment de la crise financière de 2008. Et c'est lui qui a vraiment introduit la notion de quantity easing. Après, la Banque centrale européenne, notamment avec Draghi, et avec Trichet puis Draghi, on fait la même chose. Mais celui qui a vraiment introduit l'idée d'aller au-delà de baisse de taux d'intérêt, mais de faire des rachats d'actifs pour mettre davantage de liquidités sur le marché en période de crise financière, c'est vraiment Bernanke. D'accord ? Donc il a vraiment à son actif à la fois d'avoir évité que la crise financière se transforme en grande dépression comme en 1929, et puis en même temps, il a un apport théorique. Alors je vais dire quelques mots de l'apport théorique de Bernanke. L'idée de Bernanke, c'est de dire, voilà, vous avez un choc macroéconomique, ça peut être aussi une politique monétaire, ça peut être un choc de politique économique, d'accord ? Et en fait, votre choc de politique économique, il affecte en fait ce qu'on appelle donc choc macroéconomique. Ça peut venir de certaines politiques économiques, budgétaires ou monétaires. Ça affecte ce qu'on appelle la valeur du collatéral des emprunteurs. Vous voyez que par exemple, quand vous affecte la valeur du collatéral des emprunteurs, d'un emprunteur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, si j'étais dans un marché du crédit parfait, je pourrais emprunter jusqu'à concurrence de la valeur actualisée de tous les profits futurs que je peux réaliser. D'accord ? Donc, mais si je suis dans un monde avec imperfection du marché du crédit, je ne peux emprunter que quelque chose qui est plus ou moins proportionnel à mes avoirs, parce que je gage ce que j'ai, quoi. Je gage ma maison, je gage des choses qui m'appartiennent, donc je ne peux pas emprunter jusqu'à concurrence de tous les profits futurs que je peux générer, je ne peux emprunter que quelque chose qui est un multiple, ou en tout cas proportionnel à la valeur de mes actifs. Et ce qu'a très bien compris Bernanke, c'est qu'un choc macroéconomique qui peut provenir d'une politique monétaire, Liz Truss, c'est un choc, terrible, les pauvres Anglais. Bon, je pouvais pas éviter de me la faire quand même. Bon, alors, affecte la valeur du collatéral d'un emprunteur, et donc, ça va affecter la capacité d'emprunt. Affecte la capacité d'emprunt, et donc, ça va avoir un effet multiplicateur sur l'économie, vous voyez ? La capacité d'emprunt, et donc ça va avoir un effet sur l'activité économique, d'accord ? Donc ça amplifie les effets initiaux. C'est ça qu'il comprend très bien, Bernanke. Et il y a eu d'autres travaux qui ont fait suite aux travaux de Bernanke, notamment qu'il a fait avec un co-auteur qui s'appelle Mark Gertler. Donc j'en ai écrit Gertler comme ça. Mark Gertler. Mais après, il y a eu d'autres, Kiyotaki et Moore et d'autres. Et par exemple, on voit que ça, il peut se passer plein de choses. Par exemple, je suppose que ma capacité d'emprunt dépend de la valeur de mes actifs demain. Mais la valeur de mes actifs demain
dépendent de mes investissements aujourd'hui. Supposons qu'on anticipe une valeur faible de mes actifs demain, ça va réduire ma capacité d'emprunt aujourd'hui, donc ça va réduire mes investissements, et donc ça va réduire mes actifs demain. Et donc on voit comment on peut avoir des prophéties autoréalisatrices. Vous voyez, on peut avoir un bon équilibre où on est optimiste, on pense que demain ça ira bien, donc je peux emprunter beaucoup parce que le marché valorise mes actifs demain, et donc je peux emprunter beaucoup et donc investir beaucoup, et donc effectivement demain ça ira très bien, et je peux avoir un équilibre pessimiste où au contraire je pense que demain n'ira pas bien, donc le marché pense qu'il n'ira pas bien, donc le marché ne valorise pas mes actifs, et donc je ne peux pas emprunter, et donc effectivement demain ça n'ira pas bien. Voilà, donc ça c'est vraiment, et c'est très important parce que en fait, si vous voulez, ce que la crise de 2008 a fait, c'est de montrer à quel point certains macroéconomistes étaient complètement allés dans le mur, notamment ceux de ce qu'on appelle les real business cycles, en ignorant l'interpénétration entre la finance et la macroéconomie. Et vraiment, celui qui a commencé à comprendre ça, c'est vraiment Bernanke, avec Gertler et avec plusieurs autres personnes. Et c'est vraiment ça qu'ils ont apporté. Maintenant, on ne fait plus de macroéconomie sans mettre les banques au centre de la macroéconomie. Voilà. Ça paraît fou de penser ça, non? Je dis quand même, il a fallu attendre maintenant. Mais 2008 a été vraiment, ça a tué toute une autre branche de la macroéconomie qui ignorait totalement le rôle de la finance et des banques dans la macroéconomie. Voilà. Est-ce que ça vous donne un peu une idée de... Voilà. Donc ça, c'est pour Bernanke, d'accord? Alors maintenant, je parle de Douglas Diamond et Philip Dybvig. Alors, j'ai connu parce que Bernanke, il avait essayé de me recruter à Princeton. Alors c'était sympa parce qu'il m'avait fait visiter des maisons pour essayer de montrer, tu vois, c'est sympa d'habiter Princeton. Bon, c'est un peu très... Enfin, Princeton, c'est joli, mais c'est un peu tristounet quand même. Hein. Bon. Et donc, il m'avait invité, et donc il avait organisé des dîners. Donc moi, j'ai vraiment eu Bernanke comme un hôte. Et puis, je l'ai revu une autre fois parce qu'il voulait... Il voulait en fait louer un appartement pour 1 an à Cambridge, Massachusetts, quand moi je quittais Cambridge pour venir en France la première fois en 89. Et il était venu revoir notre maison. Il avait pris un air un peu dégoûté, ça lui plaisait pas du tout. Donc il était. Et moi je m'étais dit à l'époque, dis donc, celui-là il se prend pas pour rien. En fait, je ne savais pas à l'époque que Bernanke était Bernanke, quoi. Il avait l'information asymétrique. Il savait qui il était, je ne savais pas qui il était, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour Bernanke, qui est devenu depuis un très bon copain, etc. Bon, donc ça, c'est ça. Alors l'autre que j'ai connu, qui lui avait essayé de m'embaucher à Chicago, c'était Douglas Diamond. Alors Philip Dybvig était dans les coins, et ça, mais j'ai jamais beaucoup... Je l'ai vu quelquefois à des conférences. Alors eux, ce qu'ils ont fait, c'est modéliser Mary Poppins. Est-ce que vous avez vu le film Mary Poppins? Dans Mary Poppins, il y a... une panique bancaire dans le film, ça vous dit quelque chose? Mais il n'y avait pas de modèle de Mary Poppins. Donc ceux qui ont modélisé Mary Poppins, c'est vraiment Douglas Diamond et Philip Dybvig. Et ils ont, en fait, ce qu'ils faisaient, si vous voulez, ce qu'eux ont compris, c'est qu'il y a un truc évident. Une banque, l'actif d'une banque, c'est les prêts qu'elle fait aux entreprises. Mais c'est souvent illiquide, parce que ça va mettre un certain temps avant que l'argent revienne. Elle ne peut pas tout de suite mobiliser. Si je prête à quelqu'un, je lui donne 2 ans pour réaliser son projet. Je ne peux pas immédiatement transformer ça en argent liquide. Donc l'actif d'une banque est illiquide. Mais le passif de la banque, qui est ce que les gens détiennent à la banque, ça, c'est du court terme. N'importe qui peut aller à la banque et dire, moi, je veux, I want my money back, quoi. Donnez-moi mon argent. Et donc, à la base de tout le problème, c'est ce mismatch, disons cette inadéquation entre le passif d'une banque qui est en fait à très court terme et l'actif d'une banque qui est illiquide à long terme. Ça, c'est la base. Donc maintenant, supposons qu'il y ait une banque et Jean-Pierre, évidemment, qui est là devant nous, veut tout d'un coup, eh bien, il y a beaucoup de gens comme Jean-Pierre qui décident que ça ne va pas aller bien du tout. Pour une raison, who knows, quoi. Donc, il y a Jean-Pierre, mais il y a un peu de vous tous, et vous décidez d'aller tous en même temps. Si on était dans un monde, en général, tout le monde ne va pas retirer son argent à la banque. Pourquoi ça marche les banques? Parce que tout le monde ne va pas retirer son argent en même temps. Il y a des raisons personnelles qui ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. Donc la banque, en général, ça va bien, parce que tout le monde n'y va pas en même temps. Mais supposons que tout d'un coup, il y ait quelque chose, un événement, qui fait que nous tous voulons aller en même temps. Et bien, à ce moment-là, la banque, elle va pas pouvoir faire face, et donc elle va aller en faillite, et donc ça va rendre la prophétie autoréalisatrice. D'accord? Alors que si on s'était coordonné pour dire, mais écoutez, mettons-nous tous ensemble et n'allons pas à la banque en même temps,
la banque, elle était solvable. Donc là, je parle d'une banque parfaitement saine qui a investi dans des projets super profitables. Simplement, ils sont illiquides. Et tout d'un coup, ben voilà, collectivement, on se dit, tiens, il faudrait y aller maintenant. Et même si moi, a priori, je ne voulais pas y aller tout de suite, voyant que beaucoup d'entre vous y vont, je me dépêche d'y aller parce que je me dis, oulala, mais moi, il ne restera plus rien pour moi. Voilà, ça c'est le mauvais équilibre. Il y a toujours un bon équilibre où je me dis, je ne vais pas regarder ce que font les autres, je n'irai retirer mon argent à la banque que quand moi j'ai besoin de retirer mon argent à la banque. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours le mauvais équilibre, qui est non coopératif, où les gens ne se coordonnent pas. On appelle ça un équilibre de Nash, du nom de John Nash, qui est un merveilleux ami qui a eu le prix Nobel. Mais vous avez sûrement vu un film qui s'appelait A Beautiful Mind avec Russell Crowe, où il jouait le rôle de Nash. Et voilà. Et Nash est mort tragiquement en accident de taxi. Je ne veux pas revenir là-dessus. Bon. Mais... Et donc, comment on peut éviter le mauvais équilibre? Eh bien, il y a différentes choses. D'abord, les assurances sur les dépôts, les deposit insurance, suspension de convertibilité. Et puis, BAL 3. BAL 3, c'était très important parce que ça obligeait les banques, au sens large, à détenir une certaine fraction de leurs actifs liquides pour réduire la probabilité d'une panique bancaire. Voilà. Mais ceux qui ont vraiment formalisé et montré que c'est le résultat de manque de coordination entre les agents et qu'il y a des politiques qui peuvent éliminer le mauvais équilibre et garder le bon équilibre, ça a l'air évident tel qu'on le raconte là, et qui l'ont vraiment formalisé, c'est Douglas Diamond et Philippe Dybvig. Voilà. Donc ça vous donne un peu l'idée de... Voilà. En gros, en 2 mots, voilà ce qui a été récompensé hier. Voilà. Bon, écoutez, je passe à autre chose. Alors, je prends là. Voilà, alors cette année, je vais commencer déjà par faire un peu de striptease. Voilà, je m'arrête là. Je ne vais pas plus loin. Pas que j'oublie d'ailleurs, ouais, même le mettre là. Voilà. Donc, en fait, je vais vous parler d'innovation et du rôle qu'il y a de ce que j'appelle le triangle magique entre entreprises, le marché, si vous voulez, l'État et la société civile. Et je vais vous montrer pourquoi il faut ce triangle. Et je vais détailler les côtés du triangle, d'accord? Donc, je vais d'abord vous introduire un petit peu à ça. Évidemment, dans le cours, on va détailler sur les entrepreneurs et on verra à chaque fois des papiers nouveaux que je n'ai jamais enseignés avant sur l'entrepreneur et les entreprises, l'État, le rôle de l'État dans le processus d'innovation et le rôle de la société civile, d'accord? Et donc, ça sera ça, c'est ça l'objet du cours, voilà. Donc, je démarre quand même là où je démarre toujours, d'accord? Pour qu'on soit tous d'accord qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde. Donc, le début est comme chaque année, mais après, ça devient assez différent, voilà. Comme on est censé ne pas faire le même cours chaque année. Donc, ça, c'est pareil, je montre chaque année cette photo, d'accord? Et je montre chaque année ce que c'est que la destruction créatrice, j'explique. Donc le terme est dû à Schumpeter et ça décrit le processus par lequel de nouvelles innovations viennent constamment remplacer des technologies et activités existantes, viennent constamment rendre ces technologies obsolètes, d'accord? Et en fait, avec Peter Howitt, qui est donc un ami qui est canadien, que j'ai rencontré au MIT en 87, ça fait 35 ans, time flies, hein. Eh bien, quand on s'est rencontrés, lui, moi je démarrais comme prof à MIT et lui était visité le MIT pendant 1 an. Il est canadien de l'université de Western Ontario, donc dans l'Ontario, à London, Ontario. Ce n'est pas le même Londres que l'autre. Et ensemble, on a élaboré un modèle qui est le modèle de croissance schumpeterien, qui est basé sur 3 idées de base. La première idée, c'est que la croissance de long terme résulte de l'innovation. La deuxième idée, c'est que l'innovation résulte d'investissements qui sont le fait d'entrepreneurs. C'est là que l'entrepreneur joue un rôle très important. Et ces entrepreneurs le font parce qu'ils veulent avoir des rentes d'innovation. D'accord? Donc, ils espèrent qu'au cas où ils innoveraient, eh bien, ils vont retirer des rentes parce qu'ils ont des nouveaux produits, parce qu'ils produisent moins cher que d'autres. Ça leur donne des rentes parce qu'ils font mieux que les autres. Voilà. Mais c'est des rentes d'innovation. Très important. Il y a tout le débat sur les super profits. Et je parlais à Le Maire l'autre jour et je lui disais, super profit, je suis d'accord avec toi. En économie, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, ce qui veut dire quelque chose, c'est qu'une rente d'innovation n'est pas du tout la même chose qu'une rente de situation. Et donc, tu peux vouloir
prendre en compte cette différence-là. Toutes les rentes ne sont pas des rentes d'innovation, ça peut être des rentes simplement parce que tout d'un coup, à cause du Covid et de la disruption des marchés, j'ai une situation de monopole comme j'en avais pas avant. C'est vrai pour les compagnies maritimes, c'est vrai pour les producteurs c'est vrai pour les compagnies pétrolières, etc. Et ça a un sens en économie. Donc en tout cas, l'innovation, elle donne des rentes d'innovation, donc qui sont les bonnes rentes, quoi. Voilà. Et alors la troisième idée, c'est la destruction créatrice. Les nouvelles innovations rendent les technologies existantes obsolètes. Alors évidemment, on en a déjà parlé avant, mais ça va être très important pour nous cette année, c'est qu'au cœur de la croissance par destruction créatrice, il y a une contradiction. D'un côté, il faut donner des rentes d'innovation aux innovateurs pour les motiver d'innover. Donc les rentes d'innovation jouent un rôle très positif dans ce sens-là, parce que c'est la perspective d'obtenir ces rentes qui fait que les gens investissent dans l'innovation, la R&D, la qualification, etc. Mais d'un autre côté, ces rentes peuvent être utilisées, et typiquement les innovateurs d'hier voudront utiliser leurs rentes pour empêcher de nouvelles innovations, parce qu'eux, ils ne veulent pas eux-mêmes être victimes de destruction créatrice. Et réguler le capitalisme, c'est gérer cette contradiction-là. Je vais venir tout à l'heure à différents exemples, que je parle de stagnation séculaire, de trappes de développement, d'innovations vertes qui ne se font pas, d'inégalités, etc. Toujours je tombe sur cette contradiction. Elle est au cœur même de la problématique de régulation du capitalisme. Voilà, c'est vraiment comprendre ça. Et on va revenir là-dessus tout le temps. D'accord ? Alors, Schumpeter lui-même était très pessimiste sur l'avenir du capitalisme, parce que lui disait, voilà, eh bien, les premières entreprises innovantes vont devenir des conglomérats, et ces conglomérats vont réussir à faire en sorte qu'il n'y ait plus de nouvelles innovations, parce qu'ils vont utiliser leur rente pour faire pression sur les gouvernements et donc rendre impossible l'entrée de nouvelles entreprises. Et on va voir que beaucoup de phénomènes, même récents, tendent à donner raison à Schumpeter, que sa crainte était légitime, mais il était trop pessimiste. Lui pensait que le capitalisme n'avait pas d'avenir, et on voit que quand même le capitalisme survit très bien, et que ça s'est passé beaucoup mieux que Schumpeter ne l'anticipait. Donc on va essayer de comprendre quelles sont les forces qui permettent de conjurer le pessimisme de Schumpeter. Et ce que nous allons expliquer dans ce cours, c'est que ces forces émanent à la fois des entrepreneurs inventeurs, du fait qu'il y a toujours de nouvelles idées qui arrivent, qui sont des gens disruptifs. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que les entrepreneurs, d'où ils viennent, etc. Vous allez être un peu surpris sur le caractère, sur l'individualité des entrepreneurs. C'est à la limite de délinquants, mais pas totalement. Mais vous allez, je pars, hein, pas toujours. Les beaucoup qui sont très bien. Mais mais c'est des gens disruptifs. C'est des frondeurs typiquement. Voilà. Donc on va essayer de comprendre ça un petit peu. L'État, qui est là pour réguler en principe, justement pour garantir la concurrence, mais qui malheureusement ne le fait pas toujours, parce que l'État peut être évidemment soudoyé par les entreprises en place, ou en tout cas influencé. Et c'est là que la société civile joue un rôle également très important. Et donc on va vraiment montrer que la réponse au pessimisme de Schumpeter, c'est vraiment ce triangle et voir sous quelles conditions il opère ou il n'opère pas, quoi. Mais c'est vraiment l'effet conjugué. Alors, ce n'est pas parce que des forces existent qu'elles sont forcément mises en œuvre, et on va voir un peu dans quelles conditions elles sont mises en œuvre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est détailler les trois côtés du triangle pour après que vous ayez un peu une vision d'ensemble. D'accord ? Voilà, donc c'est ça. Donc on va être tout concerné par on va commencer le cours en regardant le marché, les entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est que les entrepreneurs? Après, on va regarder le rôle de l'État, on va regarder différentes politiques que l'État peut conduire pour stimuler l'innovation, et puis le rôle de la société civile. D'accord? Donc, je vais quand même donner quelques exemples où ce triangle apparaît, où on voit que Schumpeter n'a pas tort d'être concerné. C'est la trappe de développement. C'est quelque chose d'assez amusante, c'est-à-dire qu'on voit par exemple qu'un pays comme la Corée du Sud, qui a connu une forte croissance dès la fin de la guerre de Corée. Vous voyez les taux de croissance de la Corée, c'est extraordinaire, d'arriver à plus de 7%, là tu es à quasiment 9%, etc. On voit donc déjà que la Corée du Sud connaît des taux de croissance remarquables. Et cette croissance est due beaucoup au rattrapage, et puis surtout ils prennent des décisions intelligentes. Comme ils ont une population très éduquée, ils décident qu'ils vont faire autre chose que de produire du riz, mais qu'ils vont produire des semi-conducteurs, quoi. Donc ça, c'était une décision très intelligente, et ça leur a permis, évidemment, de rattraper, de faire du rattrapage technologique en s'appuyant sur un système éducatif très performant. Voilà. Et en partie, ce système éducatif très performant, ils l'ont affermi parce que
quand tu as été envahi par les Japonais, tu te dis, l'éducation, ça m'est bien utile pour résister à l'envahisseur et pour me rassurer. Bien souvent, c'est comme ça les guerres. Je ne dis pas que je suis très contre les guerres, hein, mais c'est très intéressant de savoir comment les guerres ont influencé les efforts éducatifs des pays. C'est terrible d'en arriver là. Nous, s'il n'y avait pas eu Sedan, il n'y aurait pas eu Jules Ferry, quoi. Voilà. S'il n'y avait pas eu Iéna, il n'y aurait pas eu Humboldt en Allemagne. S'il n'y avait pas eu le traité forcé commercial, le Japon n'aurait jamais changé son système éducatif. Voilà. Et ben, la Corée, il y a eu ça aussi, l'invasion japonaise. Je ne dis pas du tout que c'est une bonne chose d'être envahi et de la guerre et tout ça. Mais c'est intéressant que historiquement, les guerres ont joué un rôle pour disons, inciter certains pays à élever leur niveau éducatif. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que d'abord la croissance coréenne est très, très forte, mais vous voyez qu'elle décroît. Vous voyez que là, il y a un déclin de la croissance coréenne. Et en fait, on l'explique beaucoup par le fait de dire, ben voilà, pendant la période de rattrapage, eh bien, il y a eu le développement de conglomérats. Et le conglomérat, ils n'ont pas seulement inhibé l'entrée de nouvelles firmes, mais ils ont également ils ont fait en sorte que la Corée, que le gouvernement coréen ne s'ouvre pas davantage. À un moment donné, quand on devient une économie plus frontière, c'est important de s'ouvrir, c'est important d'introduire davantage de concurrence, parce que l'innovation à la frontière, elle profite de la concurrence. Et ça, je vous l'ai dit très souvent, c'est un diagramme que je montre chaque année. Vous êtes une classe, vous êtes tous aussi bons, mais supposons qu'il y en ait certains d'entre vous qui soient tête de classe et d'autres qui soient queue de classe. Et j'ouvre la porte et je fais venir quelqu'un de très bon. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la tête de classe va travailler encore plus dur pour demeurer la tête de classe, et ceux qui sont derrière, qui étaient déjà un peu découragés, vont être encore plus découragés. C'est vrai dans l'éducation, mais c'est vrai pour les entreprises. La ligne bleue, c'est les entreprises qui sont proches de la frontière technologique dans leur domaine. Eh bien, elles réagissent à davantage de concurrence, eh bien, en innovant davantage, et donc ça fait davantage de croissance de l'entreprise. Les entreprises orange, c'est des entreprises qui sont plutôt loin de la frontière technologique dans leur domaine. Elles réagissent à davantage de concurrence en innovant moins, parce qu'elles sont découragées. Mais plus un pays est développé, plus il a d'entreprises bleues par rapport aux entreprises oranges. Donc plus un pays est développé, plus c'est important pour sa croissance d'avoir davantage de concurrence, parce que c'est une croissance qui est une croissance tirée par l'innovation à la frontière plutôt que par le rattrapage. Et la Corée, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, c'est une croissance de rattrapage. Elle aurait dû, à un moment donné, introduire davantage de concurrence, davantage d'ouverture, mais les gros conglomérats que l'on appelle les chaebols en Corée, alors moi, si des gens qui sont de Corée, ils peuvent le prononcer beaucoup mieux que moi, parce que ma prononciation en coréen n'est pas géniale, ça s'écrit comme ça. Ces gros mastodontes qui s'appellent les chaebols, ils ont en fait non seulement découragé l'entrée d'autres entreprises, mais ils ont aussi découragé le gouvernement coréen d'introduire davantage de concurrence et d'ouverture. Et donc ça, si vous voulez, ça explique ce déclin de la croissance coréenne. Et ce qui est intéressant en Corée, c'est qu'il y a eu la crise financière fin des années 2000, donc là on retourne à Bernanke, et la crise fin des années 90, et cette crise financière, elle a eu beaucoup d'effets négatifs, mais elle a eu un effet positif, c'est d'affaiblir les chaebols. Et comme ça a affaibli les chaebols, eh bien du coup, l'entrée des nouvelles entreprises a pu se passer, et le gouvernement coréen a été obligé d'accepter, sous pression du FMI également, eh bien davantage d'ouverture et davantage de concurrence. Et donc, ça fait repartir un petit peu la croissance, puis à nouveau, ça retombe un peu. Mais c'est intéressant de savoir que Schumpeter a raison d'être pessimiste, mais des fois, il y a des forces qui peuvent, en tout cas, pendant un temps, faire que quand même les entreprises en place n'empêchent pas davantage de concurrence et n'empêchent pas davantage d'entreprises de rentrer. Donc, c'est un peu pour vous illustrer qu'il y a le rôle des entreprises, mais c'est important le rôle de l'État, mais le rôle de l'État, ce n'est pas automatique. Alors, des fois, des pressions internationales ou la société civile peuvent peut-être jouer un rôle pour faire que l'État joue son rôle de pousser pour davantage de concurrence. D'accord? Voilà un exemple. D'accord? Vous êtes encore en vie? D'abord. Super. Bon, moi, je vais boire un peu d'eau quand même. Hein. Je suis un vieux monsieur, je me déshydrate. Voilà. Alors, le deuxième exemple, c'est la stagnation séculaire. Donc, la stagnation séculaire, c'est que, eh bien, on sait que la croissance de la productivité annuelle moyenne aux États-Unis a beaucoup baissé depuis le début des années 2000.
Et on peut se dire, c'est quand même curieux, il y a la révolution des technologies de l'information, il y a la révolution de l'intelligence artificielle. Comment ça se fait que la croissance de la productivité américaine baisse? Et ça, c'est voilà. Donc, et c'est particulièrement vrai dans des secteurs qui produisent des technologies de l'information, c'est la courbe en noir, et dans les secteurs qui utilisent les technologies de l'information, c'est la courbe en gris. Et en fait, on s'est rendu compte que, en fait, c'est ce que j'avais expliqué à Zuckerberg, et quand je l'avais vu, j'avais dit, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la révolution des technologies de l'information, il y a eu, en fait, la croissance a été dopée aux États-Unis entre 1995 et 2005, parce qu'il y a eu l'émergence des GAFAM. Donc les GAFAM, c'est des entreprises qui ont su très bien tirer parti de la révolution des technologies d'information, comme Walmart, comme Amazon, comme Google, comme Microsoft, etc. Et donc au début, ils ont pu croître, et ils étaient beaucoup mieux organisés, beaucoup plus productifs, et ils se sont étendus à différents secteurs de l'économie américaine. Ça, au début, ça a poussé la croissance. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, quand ils ont envahi un peu tous les secteurs, ils ont découragé des entreprises qui n'étaient pas des GAFAM. Et vous voyez que là, le taux d'entrée, la courbe rouge, c'est le taux d'entrée de nouvelles entreprises, il baisse depuis le début des années 2000. Ce qui s'est passé, c'est que les GAFAM, au début, c'était très bien, mais après, ça a découragé, à travers des fusions-acquisitions sans limite et qui n'étaient pas régulées suffisamment, parce que la politique de la concurrence américaine n'était pas au niveau, eh bien, ils se sont trop étendus et ils ont fini par inhiber l'innovation et l'entrée de nouvelles entreprises aux États-Unis. Et ça, c'est ça qui a plombé la croissance. Donc, c'est une chose intéressante. Donc, à nouveau, c'est le pessimisme de Schumpeter. Les innovateurs d'hier, dans ce cas-là, les GAFAM, eh bien, finissent par décourager l'entrée de nouvelles entreprises innovantes. Alors là, Schumpeter vous dirait, c'est foutu. Robert Gordon vous dirait c'est foutu, mais moi je vous dirais non, il y a un moyen, c'est que tu changes la politique de concurrence aux États-Unis. Le problème, c'est que qui t'assure que tu vas le faire? Il y a eu quand même l'an dernier, sans rentrer dans la politique intérieure américaine, l'administration Biden a décidé de prendre des mesures pour changer la politique de concurrence. Qu'est-ce qu'il a fallu pour ça? Qu'il y ait les électeurs qui passent par là, qui changent l'administration américaine pour mettre une nouvelle administration qui, elle, était peut-être moins dans les mains de certains intérêts acquis et qui était prête à faire des réformes de la politique de concurrence que l'administration Trump n'était pas prête à faire. Mais vous voyez très bien le triangle là. Il faut l'État, il faut l'administration Biden, mais il fallait l'élire, il fallait porter au pouvoir cette administration. Et ça, c'est la société civile qui l'a fait. Et vous aviez d'autres pans de la société civile, comme vous le savez, qui ont tout fait pour empêcher que ça se passe. Le 6 janvier 2021 reste dans toutes les mémoires, d'accord? Donc vous voyez bien le triangle, comment il opère, et il ne va pas forcément dans la bonne direction, d'accord? Ça, c'est un peu le deuxième exemple. Le troisième exemple, c'est l'innovation verte. On sait que, donc toujours à chaque fois je dis ça, je fais ce clin d'œil, je veux dire que ceux qui parlent de décroissance, ils ont quelque part historiquement raison, c'est-à-dire que l'augmentation de la température mondiale est totalement associée au décollage de la croissance mondiale, qui s'est passé à peu près 1820-1850. Donc on sait que historiquement, effectivement, c'est la croissance qui est responsable de l'augmentation de la température. Il n'y a absolument aucun doute. Donc là-dessus, le diagnostic est bon. Et si on n'avait pas eu le décollage industriel, notre température, elle serait restée constante. D'accord? On n'aurait pas le réchauffement climatique. Cela étant, évidemment, une solution, c'est de dire on n'a qu'à se mettre en premier confinement indéfiniment, mais on sait un peu les dégâts qu'a causé le premier confinement. On n'avait pas le choix à l'époque, mais est-ce qu'on aimerait vivre en permanence sous le régime équivalent à celui du premier confinement entre mars et juin 2020? Et l'autre, et vous voyez ici, c'est encore un nouveau. Vous voyez, la Chine et l'Inde, les émissions de CO2 de la Chine et l'Inde décollent exactement au moment où la croissance de la Chine et de l'Inde décolle. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la décroissance. Je pense que la solution, c'est la croissance verte. Vous voyez, là, c'est les brevets verts et les brevets polluants dans l'automobile entre 1999 et 2005. Et ce qui est sympa, c'est que les brevets verts tendent à rattraper un petit peu les brevets vous voyez, polluants dans l'automobile. Bon, c'est quand même une chose intéressante. Mais donc, on voit que, si vous voulez, l'alternative à la décroissance, c'est l'innovation verte. C'est d'innover pour trouver des sources d'énergie propres, pour produire en utilisant moins d'énergie, dans nos comportements, innover également, pour polluer beaucoup moins. Donc, si vous voulez, l'innovation est la réponse au problème du réchauffement climatique. Et la question, c'est comment je génère de l'innovation verte. Et là, j'ai un gros problème, c'est que si vous voulez, là je vous montre une table, je veux dire ce que cette table dit. Cette table, elle vous montre la propension à innover propre. Donc les innovations propres dans l'automobile, c'est tout ce qui a rapport au moteur électrique, encore qu'on peut dire que les voitures électriques ont beaucoup de composants qui, pour être produits, ont besoin de technologies polluantes. Et ça, c'est les innovations qui se rapportent au moteur à combustion, dirty.
D'accord? Et on voit en fait que, si vous voulez, il y a une dépendance. Le stock d'innovation propre a un effet très positif sur votre propension à innover propre. C'est-à-dire que les entreprises qui ont innové dans des technologies propres dans le passé, elles vont beaucoup plus innover dans les technologies propres dans le futur, tandis que des entreprises qui tendaient à innover dans des technologies polluantes dans le passé vont tendre à continuer à faire ça dans le futur. On continue à faire ce qu'on sait bien faire. Donc, ça veut dire que les entreprises toutes seules, même si elles n'inovent pas nécessairement dans la bonne direction. Donc on va vous dire, ben voilà le rôle de l'État. Donc là, j'ai mon premier... Donc les entreprises, c'est elles qui innovent, on a besoin d'elles, parce que c'est elles qui vont faire l'innovation. Mais toutes seules, elles nous amènent dans le mur. Donc il faut le rôle de l'État. Alors l'État, la taxe carbone, les subventions à l'innovation verte, la politique industrielle verte, etc. Voilà des instruments. Mais la société civile joue un rôle également. Par exemple, les consommateurs maintenant, eh bien, dans les pays où les consommateurs eh bien, sont conscients du problème climatique, on voit vraiment que ça pousse les entreprises à innover davantage dans les technologies vertes. Donc il y a vraiment un rôle très important des consommateurs, mais plus généralement de la société civile. Donc voilà encore un exemple où on a besoin du triangle. On a besoin et de l'État et de la société civile pour rediriger le changement technique des entreprises vers les innovations vertes. Parce que toutes seules, elles ne le feraient pas. Donc voilà encore un domaine où on a besoin du triangle. D'accord? Alors, un autre exemple, c'est la pandémie. En fait, mes collègues Sam Bowles et Wendy Carlin, qui ont commencé à parler de ce triangle, ils en ont parlé à propos de la pandémie. Alors, eux, à l'époque, ils étaient très excités par le zéro Covid, mais c'est à l'époque où il n'y avait pas le vaccin. Donc, évidemment, à l'époque où il n'y avait pas le vaccin, avoir, disons, des comportements socialement responsables, alors sans aller jusqu'aux excès dans certains pays du zéro Covid, c'était en tout cas considéré avec intérêt, parce qu'on se disait, voilà, on n'a pas de vaccin et il faut quand même qu'on contrôle, qu'on ait, disons, des politiques de santé publique pour essayer de contrôler la maladie. Et donc, ils se sont dit, ben voilà, et ils ont commencé à dire, voilà, il y a le marché, il y a le gouvernement, c'est l'autorité, mais il y a la société civile, et eux, dans la société civile, ils mettent tout ce qui est altruisme, les normes sociales, la réciprocité, etc. Moi, j'étais par exemple en Suède, et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai vu qu'en France et la Suède n'étaient pas dans le même équilibre. La France, c'était un équilibre où, d'un côté, il y avait une tendance à la tricherie. Moi, j'ai vu des gens tricher, j'ai vu des gens prendre leur bagnole et aller à Bordeaux, etc., quand ils n'étaient pas censés y aller, ou sur les plages, ou dans les machins. Et d'un autre côté, un État qui est assez coercitif. Mais quand tu as quelqu'un qui triche en face de toi, tu es évidemment incité à être coercitif. Donc il y avait un côté infantilisant, quoi. On était un peu comme des petits élèves qui trichent devant un professeur assez autoritaire, quoi. Et c'était un peu ça l'équilibre français, quoi. D'accord ? Tandis qu'en Suède, en Suède, c'était assez différent, un État moins coercitif, mais en même temps, je voyais des gens qui faisaient davantage d'efforts, de distance sociale, pour se distancer, pour faire attention, etc. Donc voilà, c'est un autre équilibre. Alors je ne suis pas en train de dire qu'un domine ou l'autre domine, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a cette tendance, c'est-à-dire que dans un environnement où il y a beaucoup de réglementation et beaucoup d'autorité, eh bien les gens n'investissent pas suffisamment dans la confiance mutuelle, et donc il y a peu, vous voyez, on ne fait pas. Toute la partie société civile n'est pas assez développée, voilà. Alors moi, j'avais regardé ça dans un papier que j'avais écrit avec des co-auteurs. Yann Algan, vous avez sûrement entendu parler, Pierre Cahuc, qui sont des collègues à Algan, maintenant est à HEC, Cahuc est à Sciences Po, et Schleifer, c'est un collègue qui est à Harvard. C'est assez drôle d'ailleurs. Et ce qu'on regardait, c'est qu'on voyait que, en fait, c'est très intéressant, on voyait différents pays. Et en abscisse, je mets par le degré de distrust, c'est-à-dire qu'on fait il y a ce qu'on appelle le World Value Survey, on demande aux gens, est-ce que vous avez confiance dans le gouvernement, est-ce que vous avez confiance dans les autres, est-ce que vous avez confiance dans les entreprises? Et en ordonnée, c'est la réglementation de l'entrée. C'est à quel point c'est difficile de créer une nouvelle entreprise, etc. On a vu que dans les environnements davantage régulés, c'était ceux qui étaient également où il y avait le plus de distrust. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, et ça va dans les deux sens, si les gens ne se font pas confiance entre eux, eh bien, ils attendent tout du gouvernement. Mais dans un pays où le gouvernement régule énormément,
les gens n'investissent pas, ils sont infantilisés et ils n'investissent pas dans la confiance réciproque. Ça va dans les deux sens, la causalité, d'accord? Et on regardait d'autres mesures de réglementation. Là, c'est la réglementation de l'emploi, et là, c'est la réglementation, ce qu'on appelle court formalism, c'est-à-dire un système juridique très formaliste, plutôt qu'un système juridique qui décentralise et qui laisse davantage d'initiative aux juges, etc. Et donc, on voit cette idée que, voilà, que quelque part, l'État, c'est très important, mais il faut que l'État soit en bonne intelligence avec la société civile. Et on le voit même maintenant, en France, on a des grands débats, je veux dire que ce soit les retraites, etc. Il y a la vision de ceux qui pensent qu'on peut contourner les partenaires sociaux, et que de toute façon, on n'a rien à en attendre. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que non, peut-être pas, que peut-être on peut, en fait, aller plus vite, finalement, en ayant à la fois l'État qui joue son rôle pleinement, mais en ayant un dialogue. Alors, il y a des cas on peut, des cas on ne peut pas, etc. Mais on voit ce débat ressurgir à tout moment à propos de chaque réforme qui sont discutées en ce moment. Donc, le plan du cours, eh bien, je vais parler d'abord des entrepreneurs. Ensuite, je parlerai de l'État et je parlerai de différents exemples de politiques intéressantes et novatrices pour stimuler l'innovation de la part des gouvernements. Et puis après, je parlerai de société civile. Voilà. Donc là, je commence par la partie entreprise du triangle. Voilà, là, j'ai terminé l'introduction et maintenant je rentre dans le vif du sujet. Voilà. Alors, les entrepreneurs. Quelle heure est-il, là? Ah ouais, 34. C'est ce que je pensais, une demi-heure. Très bien. Alors, comment devient-on... Alors, le plan de cette première partie, c'est que je vais commencer à essayer de voir un peu qui sont les entrepreneurs. Voilà, certaines caractéristiques des entrepreneurs telles qu'elles émergent de papiers de recherche récents. Alors, c'est toujours un papier de recherche, comme il doit être pointu, il parle de certains aspects, et vous me direz certainement, mais vous n'avez parlé que d'un aspect des choses, et en fait, il y a beaucoup de choses dont vous n'avez pas parlé. Absolument, je ne montre là que des papiers de recherche, et donc les papiers de recherche, par nature, sont pointus, essaient de mettre en évidence un effet, deux effets, un facteur, deux facteurs, et ne prétendent absolument pas à être exhaustifs, d'accord ? Et puis, j'essaierai après de parler d'environnements favorables à l'émergence d'entrepreneurs, d'accord, et d'entreprises, d'accord. Et après, je parlerai... Donc ça, ce sera ce que je vais faire aujourd'hui. Et la prochaine fois, je parlerai de finances et entreprises, et je parlerai également de l'impact de l'entreprise, de montrer le rôle de l'entreprise dans l'emploi, dans les inégalités, dans l'innovation, etc., d'accord. Et après, je parlerai... Et après, j'en viendrai à la partie État, politique publique. Et là, j'en arrive sur le rôle de l'État, d'accord ? Et après, je parlerai de société civile. Voilà. Alors, comment devient-on entrepreneur ou inventeur ? Voilà. Alors, qui sont les entrepreneurs ? Alors là, disons qu'il y a différents articles mais celui-là de mon collègue Lazéar, que j'ai connu à Chicago, mais qui après était à Stanford, mais il est décédé depuis plusieurs années maintenant. Il avance l'idée que les entrepreneurs ne sont pas... Ce sont plus des gens polyvalents au départ, quoi. Voilà. C'est pas des gens... Quand tu étudies à l'université, tu peux décider de te spécialiser très très vite dans un domaine et d'exceller dans ce domaine, ou tu peux décider d'être un peu un touche-à-tout et d'aller d'un domaine à l'autre et d'être davantage polyvalent. Et lui, il a essayé de voir un petit peu, il a utilisé des données concernant des anciens élèves de l'école de commerce de Stanford, de la Stanford Graduate School of Business, datant de la fin des années 90. Et en fait, ça comprend une enquête sur les emplois occupés et les entreprises créées par ces anciens élèves, et également les relevés de notes au Master of Business Administration. Donc, il a pu se procurer toutes ces informations. Il essaie de voir un peu est-ce qu'il y a des caractéristiques qui se dégagent de ceux qui sont vraiment devenus entrepreneurs. Voilà. Eh bien, les hypothèses qu'il avait, c'est que d'alors, lui, alors elles vont être vérifiées, mais c'est que, en fait, les jeunes qui deviennent entrepreneurs, eh bien, avant de créer leur entreprise, ils bougent beaucoup de tâches. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils bougent beaucoup d'entreprises à une autre. Ils restent assez longtemps au sein d'une entreprise, mais au sein de l'entreprise, eh bien, ils passent d'une occupation à une autre. Donc, c'est des gens qui bougent, quoi. C'est des gens qui sont sujets à promotion ou d'un département à un autre. Ils apprennent l'entreprise en ayant eux-mêmes occupé différentes fonctions au sein de l'entreprise. D'accord ?
Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des cours, c'est des gens qui choisissent un éventail de cours plus variés, de domaines de cours plus variés, et quand ils commencent dans la vie professionnelle, ils changent d'occupation. Voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment l'idée que je dois expérimenter. Je dois expérimenter beaucoup de choses avant de moi-même de créer mon entreprise. Par rapport à quelqu'un qui dirait, moi, je me suis spécialisé en chimie et je veux être le meilleur en chimie, et je prends tous les cours qui se rapportent à la chimie, et ensuite, je ne fais qu'un truc, quoi, je ne bouge pas, quoi. Voilà, d'accord ? Donc, il a des données répertoriant les emplois passés et le nombre de tâches occupées par ceux qui deviennent entrepreneurs ou pas, d'accord ? Et dans l'échantillon des 5000 anciens élèves sondés, en fait, très peu sont devenus entrepreneurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup quand même d'élèves de business school qui ne deviennent pas entrepreneurs eux-mêmes. Alors, peut-être ils travaillent dans des entreprises, mais ils ne sont pas eux-mêmes fondateurs d'entreprises, d'accord ? Et donc, en fait, ce que j'appelle l'entrepreneur, c'est vraiment le fondateur. C'est celui qui a initialement débarré le business, d'accord ? Alors, beaucoup de gens travaillent dans des business fondés par d'autres gens, mais pour lui, ce n'est pas un entrepreneur, au sens plein du terme, d'accord ? Donc, il voit que en fait, le nombre moyen de tâches occupées avant l'emploi actuel est de 3. Les entrepreneurs peuplent disproportionnellement la population ayant occupé plus de 16 tâches avant l'emploi actuel. Et il voit à peu près que, en fait, la proportion d'entrepreneurs est vraiment la plus grande quand il y a plus de 16 tâches. Voilà. Donc, l'entrepreneur, c'est typiquement des gens qui ont beaucoup bougé d'occupation, quoi, avant de devenir entrepreneur. Voilà. Donc, ça, c'est le... Donc, alors, ils essaient de comprendre quelles sont les variables qui influent sur la probabilité qu'un ancien élève devienne aujourd'hui entrepreneur. Donc, ils recourent à un modèle de probabilité, ce qu'on appelle un modèle linéaire de probabilité. D'accord ? La variable qu'on explique, elle est binaire, elle est 1 si l'ancien élève est maintenant entrepreneur, 0 sinon. Et on voit la probabilité ou la proportion de gens qui deviennent entrepreneurs. Et on essaie de regarder en fonction de certaines caractéristiques. Donc, avoir occupé un plus grand nombre de postes augmente significativement la probabilité d'être devenu entrepreneur. Pour un nombre d'occupations qu'on a donné, eh bien, une plus grande moyenne d'années passées par employeur augmente également. Donc, c'est des gens typiquement qui bougent dans l'entreprise, plutôt que des gens qui bougent d'entreprise. Ils changent peut-être 2 ou 3 fois d'entreprise, mais celui qui devient entrepreneur, c'est typiquement quelqu'un qui reste assez longtemps dans une entreprise, mais qui, à l'intérieur de cette entreprise, va occuper plusieurs postes successivement, plutôt que quelqu'un qui change tout le temps d'entreprise, quoi. Voilà, c'est ce que montre cette étude de l'ASEA. Donc, alors, le fait d'exercer un grand nombre d'occupations, enfin, en tout cas de passer souvent d'une occupation à une autre, peut signifier que la personne est a priori douée dans un grand nombre de domaines différents. Donc ça peut dire que ça reflète que c'est a priori des gens plus doués, que c'est une caractéristique intrinsèque de la personne. Donc ça veut dire que c'est pas le fait nécessairement d'avoir changé souvent d'occupation, ça veut dire que la même caractéristique de base qui font que tu deviens entrepreneur explique également que tu aies pu occuper différentes fonctions. Mais l'autre explication, c'est que ça t'a formé en fait. C'est que d'occuper une série d'occupations t'a formé comme entrepreneur. Et en fait, lui dit il y a les deux, quoi. C'est-à-dire que la polyvalence des individus, les deux concourent à cette polyvalence. D'accord ? L'un, c'est peut-être que par nature, l'entrepreneur est quelqu'un qui peut plus facilement, qui est plus flexible d'une occupation à l'autre. Et la deuxième chose, c'est que tu apprends à être entrepreneur parce que tu t'es exercé à plein de choses. Voilà. Et voilà. Alors, contrairement à l'idée reçue, les entrepreneurs ne sont pas des instables au sens qu'ils restent plus longtemps avec le même employeur, mais ils changent souvent d'occupation au sein de l'entreprise. D'accord ? Alors après, ils regardent les notes. Et en fait, ils regardent la différence entre le nombre maximum de cours suivis dans un domaine et le nombre moyen de cours suivis par domaine. Donc ça, c'est la spécialisation. Et la différence entre les notes moyennes par domaine, la plus haute et la plus basse. D'accord ? Et en fait, c'est deux manières de voir la spécialisation, quoi. Voilà. L'une, c'est est-ce que je prends des trucs très différents, et l'autre, c'est la variance de mes notes, quoi. Et il montre en fait que plus ces deux variables de spécialisation sont élevées, plus la probabilité d'avoir déjà créé une entreprise est faible. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, c'est des gens qui se spécialisent moins, qui deviennent entrepreneurs. Voilà. Des gens très spécialisés
qui du coup ont des notes très fiables, ils ont très peu de variance de notes et ils ont tous les cours sont dans le même domaine. C'est pas ces gens-là qui vont devenir entrepreneurs. Peut-être ceux-là deviendront chercheurs, ils deviendront professeurs, ils deviendront autre chose, mais ils ne deviendront pas entrepreneurs. Alors l'autre chose que regarde un petit peu, c'est les revenus. Si on regarde les revenus des élèves, les revenus futurs des élèves, donc là, donc en fait, eh bien, on montre ici, donc je regarde ce que j'ai marqué sur mes... plus la tranche de revenus est élevée, plus la probabilité que ce revenu se rapporte à un entrepreneur. Ça veut dire que j'ai des tranches de revenus ici. Et donc là, c'est les tranches de revenus élevées, et ça, c'est les tranches de revenus basses. C'est en termes de milliers de dollars par an, hein, d'accord. Donc il y a des entrepreneurs il y a des élèves de MBA qui gagnent 25 000 par an, c'est pas beaucoup, mais il y en a qui gagnent beaucoup, qui gagnent 3 millions, plus de 3 millions. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on va vers les tranches élevées de revenus, plus la fraction des personnes sortant du MBA qui sont des entrepreneurs est grande. Vous voyez ce que je veux dire? Plus je prends une tranche de revenus élevée, plus il y a de chances que c'est un entrepreneur qui a ce revenu. D'accord? C'est pas un scoop quand même. Hein, d'accord? Voilà. Ça rapporte d'être entrepreneur, quoi. Mais peu y arrivent, quoi. Mais ça rapporte bien. D'accord? Voilà. Bon, ça, c'est pas un scoop. Donc, voilà. Voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant également, c'est que même si les entrepreneurs sont plus éduqués que la moyenne des gens, on apprend dans cet article qu'ils n'ont pas de meilleures performances académiques, bien au contraire. Mais c'est leur parcours professionnel qui est le plus important. Ils restent plus longtemps avec un employeur et ils changent davantage de tâches. Donc, typiquement, l'entrepreneur, d'abord, quand il prend des cours, il est un peu dilettante, il essaye plein de trucs, etc. Il passe, mais sans avoir A+, hein, et puis après, il rentre dans la vie active et il va dans quelques entreprises, et dans chaque entreprise, il change souvent de job, et c'est cette chimie-là qui donne naissance à l'entrepreneur. Ce n'est pas des gens qui ont 20 sur 20 et qui se spécialisent, etc. D'accord? Voilà. Alors là, maintenant, on va passer à un autre... je passe à autre chose, là. Un autre papier. Bien bizarre, cette eau-là. C'est une fausse Evian, ça. C'est de la vraie Evian, ça? Un peu... Bon, bref. Alors là, je vais peut-être un peu vous choquer avec ce papier-là, en fait. Parce que je vais vous donner je vais vous dire des choses sur les entrepreneurs que peut-être d'autres choses que vous ne saviez pas. Voilà. Alors, ça s'appelle Smart and Illicit. Vous voyez, tout est dans le titre. C'est des gens intelligents, mais c'est des frondeurs, quoi. Et illicite, c'est plus que frondeur, c'est à la limite de la légalité, quoi. D'accord? Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais à l'âge de 20 ans, Xavier Niel a hacké le système PTT de l'Élysée, quoi. Et je crois qu'il avait hacké son système d'Internet qui avait permis de... C'était pas totalement légal, quoi. Donc, en gros, c'est l'histoire de Niel, quoi, un petit peu, hein. Bon, c'est pas horrible, hein, c'est pas du grand banditisme, c'est un peu illicite, un peu frondeur, quoi. C'est un peu, mais c'est parce que c'est des gens qui anticipent ce que la loi va devenir probablement, tu vois. Voilà. Alors, il est important de distinguer. Alors, cet article qui s'appelle Smart and Illicit distingue deux différents types d'entrepreneurs. Il y a ce qu'on appelle les entrepreneurs incorporated. En gros, c'est des gens qui fondent des entreprises qui ont responsabilité limitée et où, si vous voulez, la personne morale est vraiment distincte de la personne physique en termes de légalité. Alors ça veut dire que le propriétaire de l'entreprise est protégé. On ne peut pas lui prendre sa maison, on ne peut pas lui prendre... voilà, mais d'un autre côté, et donc ça lui permet de prendre, de démarrer des investissements, d'entreprendre des investissements qui sont des gros investissements risqués et gros, quoi. J'ai besoin de ça. Si je veux vraiment me lancer dans des gros trucs, j'ai besoin d'être protégé par la responsabilité limitée et d'avoir cette séparation entre personnes physiques et personnes morales. D'accord? Si je fais des petits business et des petits machins, si je vends des hot dogs, c'est pas pareil, d'accord? C'est un peu différent. Alors évidemment, de devenir
corporate, de devenir responsabilité limitée, etc., ce qu'on appelle incorporated en anglais. Évidemment, ça coûte de l'argent, il y a un coût, on doit payer chaque année, il faut aussi préparer montrer un peu sa comptabilité chaque année, évidemment, et donc il faut pouvoir avoir des personnes qui vous aident à faire ça. Et puis, évidemment, il y a les coûts liés à la séparation entre la propriété et le contrôle de l'entreprise, dès qu'elle devient un peu grosse. Donc, dès que vous devenez corporated, il y a un certain nombre de coûts. Mais l'avantage, c'est que vous êtes protégé par la responsabilité limitée. Donc, c'est pour ça que c'est un choix, parce que sinon, tout le monde, s'il n'y avait pas un coût à devenir corporate, tout le monde deviendrait corporate. Mais il y a un choix. Donc, si vous voulez, c'est le choix de l'auto-entreprise aussi. C'est-à-dire que je peux devenir auto-entrepreneur, c'est un régime plus simple, fiscal, mais je ne peux pas gagner au-delà d'un certain montant. Si je veux, dès que je dépasse un certain montant, je ne peux plus devenir auto-entrepreneur. Je dois me soumettre à ces contraintes, disons, bureaucratiques et payer ces coûts d'être une entreprise corporate. D'accord? Donc ça déjà, c'est donc incorporated, ça veut dire que vous êtes responsabilité limitée, et unincorporated, c'est que vous êtes plutôt comme une auto-entreprise. D'accord? Donc maintenant, les auteurs utilisent des données d'enquête américaines et ils vont apprendre des choses sur le marché du travail, sur les aptitudes cognitives, sur les traits de caractère des répondants. Et les entrepreneurs représentent moins de 10% des populations sondées et sont en majorité non-incorporated. Hein, c'est ça, hein? D'accord, on est bien d'accord. OK. Donc, alors c'est intéressant, déjà on regarde dans quelles activités ces différents types d'entrepreneurs s'engagent. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est ceux qui se constituent en société à responsabilité limitée, typiquement, requièrent de fortes capacités cognitives, non routinières, créativité, flexibilité analytique, aptitudes complexes d'interaction interpersonnelle. Ceux qui se constituent en société qui ne sont pas à responsabilité limitée pratiquent des activités qui requièrent des aptitudes physiques avancées, un haut niveau de coordination entre les yeux, les mains et les pieds, chauffeur de camion, de charpentier. Le premier est celui qui paraît le plus en lien avec l'idée qu'on se fait de l'entrepreneuriat en économie, mais c'est très important le rôle des deux seconds également. Et je vous parlerai davantage de mesures de politiques publiques qui ont été là pour stimuler les auto-entrepreneurs. D'accord? Mais ça viendra dans la partie État. Voilà. Alors, les traits de caractère et les aptitudes cognitives sont-elles différentes? Donc, ils utilisent un sondage reprenant un panel. Un panel, c'est des gens qu'on suit au cours du temps. Hein, c'est un échantillon temporel de 12 686 individus et d'entre 15 et 22 ans lors du premier entretien. Et après, ils les suivent au cours de leur carrière. Et le sondage contient des informations sur les aptitudes cognitives et comportementales des individus, tests d'aptitude cognitive, indice d'estime de soi, indice de sentiment d'être maître de son destin, et indice, alors ils appellent ça activité illicite. On va avoir un peu, j'ai toujours le mot, un peu, je ne veux pas apparaître ici comme si j'explique que les entrepreneurs sont des voyous, etc. Hein. Bon. Donc, c'est pour ça que je le mets entre guillemets, hein, le illicite, d'accord? Sert à capturer des comportements, je dirais, disruptifs ou des comportements, je dirais, oh là là, le mot que je cherche, des comportements, c'est pas disruptif que je cherchais, c'était frondeur, non, c'est un autre mot, ça va me revenir. Break the rules, voilà. Alors, il est composé de 20 questions, 17 sur la délinquance et 3 sur le rapport à la police. Par exemple, pour la délinquance, dégradation de la propriété, bagarre à l'école, vol avec ou sans violence, menace pour obtenir quelque chose. Rapport à la police, se faire arrêter par la police, être condamné à une amende ou à de la prison pour des activités autres qu'un délit au volant. Alors, la méthode empirique, c'est une régression, voilà, où je régresse la probabilité d'être d'un certain type sur celle d'être salarié ou d'être entrepreneur, d'accord? Et en fait, ce qu'il montre, c'est que ce sont des choses assez amusantes, voilà, on apprend des choses. Hein. Il montre en fait que eh bien, être une femme diminue la probabilité de devenir entrepreneur et encore plus de se constituer en limited liability, malheureusement. Ça, on est encore loin de la parité. Hein. Comparé à ceux qui sont demeurés salariés, les individus qui deviennent entrepreneurs, en se constituant en société anonyme, ont été plus souvent salariés pour des postes demandant des aptitudes cognitives non routinières et ont été moins souvent salariés pour des postes demandant des aptitudes manuelles non routinières et ont travaillé davantage d'heures quand ils étaient salariés. Les résultats sont opposés pour ceux qui créent des entreprises qui ne sont pas des entreprises constituées par action, etc. D'accord ? Alors, un individu qui est entrepreneur et qui se constitue en société tend à être
Alors, quand on dit white non-hispanique aux États-Unis, je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais disons que c'est aux États-Unis, donc c'est white non-hispanique. Voilà. Donc, alors on dit caucasien, je ne sais pas comment on dit. Voilà. C'est quelqu'un qui a une haute estime de lui-même ou d'elle-même, un sentiment aigu d'être maître de son destin, de haut score d'aptitude cognitive, qui s'est engagé dans des. Alors, qui a pu avoir quelque chose à faire avec des activités un peu rebelles étant jeune, et qui ont des parents avec des hauts revenus et une mère éduquée. Alors, il paraît que tout ça, c'est bon. Quoi, voilà. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément que dès que votre fille ou fils commet des actes comme ça, vous dites génial, j'ai un entrepreneur à la maison, c'est super, vas-y mon coco, tu as volé un bœuf, vole un bœuf. Voilà. Pour les caractéristiques. Donc, à toute chose égale par ailleurs, une femme salariée a 2 fois moins de chances qu'un homme salarié de devenir entrepreneur limited liability. Voilà. Donc ça, c'est une chose intéressante. Alors c'est important aussi, mais ça on verra ça à nouveau quand on va voir les inventeurs, et donc je reviendrai là-dessus quand on voit les inventeurs, mais avoir un revenu familial qui augmente de 100 000 euros augmente les chances de devenir entrepreneur qui se constitue en société anonyme de 55%. Tu vois, donc le revenu des parents compte énormément, et ça on va voir que c'est la même chose quand on regarde inventeur, pas devenir entrepreneur mais devenir inventeur. Donc ça on reviendra souvent sur cette relation-là. D'accord? Mais ça, c'est vrai uniquement pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs en société anonyme. Ça s'applique beaucoup moins aux auto-entrepreneurs, cette dépendance aux revenus des parents. D'accord? Et la deuxième chose, c'est les auteurs. Donc les auteurs voient de tout ça un lien avec la notion de contrainte de financement qui limite l'apparition de bons projets du fait d'un manque d'appui financier individuel. Mais ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un effet direct, et ça on reviendra là-dessus quand on parlera d'invention. C'est-à-dire, ça peut refléter le fait que des parents qui gagnent mieux, ils peuvent te donner des moyens de démarrer, mais ça peut refléter aussi que les parents qui gagnent mieux ont en général un niveau éducatif plus important et qu'ils te transmettent du savoir et ce qu'on appelle en anglais aspirations. Ils te transmettent l'idée que tu peux faire plein de choses. Et donc ça, jury is out, comme on dit, de savoir est-ce que c'est plus l'effet direct du fait que les parents qui ont de l'argent te donnent plus d'argent à toi, ou est-ce que c'est le fait que, en fait, c'est des parents qui te transmettent plus de savoir et d'aspiration. Voilà. Alors maintenant, un individu qui conjugue de hauts résultats à des tests d'aptitude cognitive et un haut niveau d'activité rebelle est particulièrement enclin à devenir entrepreneur se constituant en société. Les individus dits smart and illicit sont bien plus enclins à devenir entrepreneurs corporated que ceux n'ayant qu'une seule des deux caractéristiques. Les entrepreneurs se constituant en société qui sont de type smart and illicit s'engagent dans des activités requérant disproportionnellement plus d'aptitudes cognitives non routinières élevées. Donc c'est une chose intéressante. Moi j'ai déjà appris avec ça, parce que je ne pensais pas du tout. Je pensais que la partie illicite ne jouait aucun rôle. Voilà. Alors maintenant, on peut regarder le rendement de l'entrepreneuriat. D'accord? Les revenus de l'entrepreneur diffèrent-ils du revenu du salarié? Et est-ce que ça dépend est-ce que c'est la même chose si je compare entre un salarié et un entrepreneur, auto-entrepreneur si vous voulez, ou si je compare entre le salarié et l'entrepreneur qui dirige une entreprise, à responsabilité limitée. Alors vous voyez là, donc là, ce qui est intéressant, regardez d'abord les bâtons gris. Alors ça, je regarde en fait, les bâtons gris, je compare entre entrepreneur et salarié en contrôlant pour quelques effets fixes. Donc vous voyez à différents quantiles de revenus. Et vous voyez que le quantile le plus élevé de l'entrepreneur, vous voyez la différence entre ce que gagne l'entrepreneur qui gagne le plus, les 10% d'entrepreneurs qui gagnent le plus et les 10% de salariés qui gagnent le plus, c'était énorme, quoi. Donc l'entrepreneur, là je regarde les entreprises qui sont à responsabilité limitée, c'est ceux-là que je regarde. Donc je prends un individu qui ont plusieurs caractéristiques en commun, donc j'essaie de contrôler, éducation, etc. L'un devient entrepreneur, responsabilité limitée, et l'autre est salarié. Mais sinon, ils ont des caractéristiques communes d'éducation, etc. Parce que sinon, évidemment, eh bien, on voit que le maximum de ce que peut gagner l'entrepreneur est beaucoup plus élevé que le maximum. Et vous voyez, plus je vais en haut, plus vous voyez que c'est vraiment là que c'est très important d'être entrepreneur. Dans les niveaux, quand je suis dans les niveaux en bas, la différence entre entrepreneur et salarié, ce n'est pas important. Mais l'entrepreneur peut aller beaucoup plus haut que l'autre.
Voilà. Donc ça, c'est ce que montre la courbe. Les noirs, c'est le même individu, je le compare, quand il était salarié et qu'il devient entrepreneur à responsabilité limitée. Je vois à nouveau que que ça va lui augmenter, il va augmenter surtout dans les revenus en haut, quoi, ça lui augmente sa capacité de revenus en haut, mais là, je le compare à lui-même. Je le compare à ce qu'il était lui-même quand il était salarié et ce qu'il devient quand il devient entrepreneur. D'accord? OK? Donc l'un est une comparaison between, entre des gens, et l'autre, c'est tu te compares à toi-même, c'est within. Hein? D'accord? Alors je fais la même chose ici, mais là, c'est la comparaison entre salariés et entrepreneurs qui sont self-employed, qui sont des auto-entrepreneurs. Et là, vous voyez que c'est quand même beaucoup... bon, c'est toujours un peu pareil, mais c'est moins fort qu'avant. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, par rapport à être salarié, eh bien, les auto-entrepreneurs, au début, ils perdent. Vous voyez? Ceux qui font le moins bien, en fait, c'est parce qu'ils perdent, carrément. Donc, ils mettent de leur argent, quoi. Ils perdent par rapport. Enfin, ou en tout cas, ils perdent par rapport à être salarié. Donc, c'est un coût, mais ils espèrent en tirer un bénéfice plus tard, quoi. Il dit peut-être au début, je perds, et peut-être plus tard, je réussis. Mais en tout cas, ceux qui réussissent le moins, ils perdent carrément par rapport à leur statut de salarié. Donc ça, c'est intéressant. Ce n'est pas le cas quand tu es entrepreneur qui dirige une société à responsabilité limitée. D'accord? Voilà. Alors, cette figure montre l'importante dispersion des revenus. Les entrepreneurs se constituant en société à responsabilité limitée gagnent systématiquement plus qu'un salarié ayant les mêmes caractéristiques. Les entrepreneurs, auto-entrepreneurs sont souvent perdants par rapport à un salarié ayant les mêmes caractéristiques. Donc, les rendements de l'entrepreneuriat diffèrent grandement selon le type d'activité effectuée. Les entrepreneurs se constituant en société responsabilité limitée et qui sont smart et illicites sont ceux dont les gains à l'entrepreneuriat sont les plus importants. Voilà. Je vais peut-être là faire une pause de 5 minutes, hein, et nous reprenons dans 5 minutes. Voilà. Alors je continue toujours. Qui sont les entrepreneurs, qui ne sont pas? On essaie un peu de les comprendre, un peu de... Alors, il y a un article assez intéressant, récent, de mes collègues, Pierre Azoulay, qui est à MIT Sloan, Chad Jones, qui est à Stanford, Kim, alors je ne sais pas où il est, Miranda, je ne sais pas où est Miranda maintenant, il faudrait que je sache un peu où ils sont tous, mais ils changent, ils bougent beaucoup eux-mêmes. En fait, est-ce que c'est vraiment les plus jeunes qui ont le plus de chances de créer des startups à succès? Voilà. Donc on essaie de comprendre un peu le rôle de l'âge. On sait quand même que être jeune, ça fait qu'on tend à prendre davantage de risques quand on est jeune et que quand on... Voilà. Et donc on peut penser que c'est forcément les plus jeunes qui réussissent le mieux quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat. D'accord? Et donc ces auteurs vont étudier l'âge des fondateurs de startups afin de confronter l'idée qu'on se fait à la réalité, quoi. D'accord? Et donc, ils ont des données d'entreprises américaines, la fameuse Longitudinal LBD, Longitudinal Business Database, et ils identifient les startups américaines, leur année de création. Ils ont des données sur la propriété de ces entreprises. Et ce qu'ils identifient comme des propriétaires, c'est des gens qui sont à la fois propriétaires parce que les profits leur reviennent, mais aussi, ils possèdent au moins 50% de l'entreprise, mais également ils travaillent au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment, il y a séparation très limitée entre le contrôle et la propriété. Hein, d'accord? C'est vraiment des start-upers qui bossent dans leur entreprise. D'accord? Et donc c'est des gens qui détiennent, disons, la majorité des parts de leur entreprise et qui travaillent dans leur propre entreprise, d'accord? Voilà. Alors, ils vont se dire, voilà, moi, on va s'intéresser à des startups qui promettent ou qui ont bien marché. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de regarder la croissance. Je peux la regarder en termes de promesses et je peux la regarder en termes de achievement, d'accord? Donc, ex-ante, eh bien, ils vont avoir une manière de dire, voilà une façon de voir qu'est-ce qu'il y a de la promesse et qu'est-ce qui n'en a pas, d'accord? Et ex post, ils peuvent regarder, après 5, 7 ou 7 ans, eh bien, quelle est l'entreprise qui a cru le plus en taille? Alors, une des manières de mesurer la taille de l'entreprise, c'est par le volume de l'emploi. Une autre manière de mesurer la taille, c'est par le nombre d'activités. En général, l'un va avec l'autre. Et tu regardes la croissance de taille de l'entreprise, d'accord? Nous, en France, on a un gros problème. D'abord, il y avait une époque où il y avait très peu de nouvelles entreprises. D'accord? Ça, c'est... Voilà.
ma jeunesse, d'accord? Et puis après est venu petit à petit un temps où on pouvait créer des startups en France. Le problème, c'est qu'elles ne grandissent pas. Quelqu'un venait me voir, me disait la même chose. C'est un problème européen d'ailleurs. Chez nous, on sait faire des startups, mais dès qu'elles marchent bien, elles partent aux États-Unis ou en Chine maintenant, d'accord? Pour grandir davantage. Moi, j'ai été pendant 20 ans, j'ai passé 20 ans de ma vie à Boston. J'ai vu défiler beaucoup de consuls de France à Boston. Et leur boulot principal, c'était d'accueillir des startups françaises qui disaient, nous, on n'arrive plus à grandir en France, on vient chez vous, quoi. Et c'était son boulot principal, c'était de les aider à continuer à grandir. Enfin, c'est une petite parenthèse, mais on reviendra là-dessus quand on reviendra à la Chine, l'Europe. Vous savez, c'est vraiment un problème. Hein. En termes d'innovation et tout ça, les États-Unis, c'est en haut, la Chine, ça monte, et le Japon et l'Europe, ça tombe. C'est ça le monde d'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut sortir. Hein. Vous allez vraiment comprendre la gravité de la chose à la fin de ce cours, où nous sommes là. Hein. Voilà. Anyway. Alors, donc on regarde les startups qui ont de la promesse, et puis on regarde ceux dont on se rend compte après qu'ils ont vraiment rempli la promesse, d'accord, de croissance, d'accord. Alors, ils considèrent que la façon de voir si ex ante la promesse de croissance est plus grande, c'est de savoir, par exemple, est-ce que tu reçois du venture capital, par exemple, ou est-ce que, par exemple, tu reçois un brevet. Pour eux, avoir un ou des brevets ou avoir du financement capital risque, c'est des éléments qui contribuent à la promesse, d'accord? Donc ça, c'est ex ante. Et puis après, la ex post, c'est croissance de l'emploi ou croissance des ventes, du chiffre d'affaires, si vous voulez. En fait, sales, les ventes, c'est un anglicisme, parce que en fait, les anglo-saxons disent sales, nous on dit chiffre d'affaires en général. Les auteurs considèrent aussi que les IPOs, par exemple, vous savez que quand en général, typiquement, ce qui se passe, c'est qu'on crée une entreprise, elle grandit, et ensuite, il y a une offre publique d'achat, et l'entreprise devient achetée par quelqu'un coté en bourse. Moi, j'ai un copain qui est à la Silicon Valley. Il avait créé une entreprise qui s'appelait C-Cube, Balkanski, et il a vendu son entreprise en IPO, quoi, et en offre publique d'achat, et il est devenu milliardaire. Et maintenant, lui-même est devenu venture capitaliste. Quoi. Et c'est souvent comme ça aux États-Unis. Un venture capitaliste, ça a été un ancien start-upper qui vend son entreprise, qui devient venture. Anyway. Alors voilà. Donc ça, c'est le voilà. Et donc voilà, ça, c'est différentes mesures de croissance, disons de performance réalisée. C'est est-ce que la taille en termes d'emploi ou de chiffre d'affaires a augmenté? Où est-ce qu'il y a eu une offre publique d'achat qui a permis à cette entreprise de rentrer en bourse dans de très très bonnes conditions. Voilà. Et d'abord, on regarde la chose suivante, c'est que là, on montre qu'en fait, pour le moment, si on regarde l'ensemble des entreprises, donc on regarde les high-tech, tu vois, les entreprises, on regarde l'ensemble, mais en général, l'âge moyen des créateurs de start-up aux États-Unis, dans leur échantillon, c'est toujours au-dessus de 40 ans, tu vois. Mais c'est autour de 40 ans. Ça va être très intéressant parce qu'on va voir les grandes inventions, les inventeurs, ça culmine à 40 ans. Tu vois. Il n'y a que les mathématiciens qui culminent à 20 ans, non? Tu déclines, en maths, tu déclines à partir de 21 ans. Je dis, peu plaisante, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Moi, ceux qui sont au Collège de France sont encore géniaux ad infinitum. Voilà. Voilà. Et donc, si tu regardes l'âge moyen des startups dans leur ensemble, ou dans les high-tech, ou dans les entreprises qui reçoivent du venture capital, ou qui brevettent, et c'est toujours, tu vois, déjà autour de 40 ans, un petit peu au-dessus de 40 ans. Ce qui est un peu surprenant, tu aurais pu penser que c'était inférieur à 40 ans, que c'était plutôt 30 ans, etc. D'accord? Et si on regarde, donc ça c'est en termes de ex ante, c'est-à-dire là on regarde en termes de performance, de promesse de performance, d'accord? Ça c'est des mesures de promesse de performance. Si on regarde maintenant l'âge moyen des créateurs de start-up qui ont des forts taux de croissance, donc ça c'était des start-up qui étaient avant en forte promesse, et ça c'est des start-up à forte performance de taux de croissance, c'est à nouveau, on voit que l'âge moyen est entre 40, 45, 46 ans. C'est intéressant. Donc, que ce soit, je regarde les startups qui ont les plus grandes promesses de performance ou les startups qui ont la plus grosse performance de croissance, eh bien, c'est toujours autour de 40 ans. Voilà. Contrairement donc à contrairement à l'idée reçue selon laquelle les fondateurs de startups sont des étudiants dans leur garage, l'âge moyen du start-upper est de plus de 40 ans. L'âge moyen de fondateurs de start-up augmente avec le niveau de croissance de l'emploi. Entre 2007 et 2014, l'âge moyen des créateurs d'entreprises est de 41,9. Il est de 45 ans pour les entreprises ayant un taux de croissance parmi les 0,1% les plus élevés. Hein, voilà. Et je peux regarder, là, je regarde toutes les start-ups. Donc je regarde, voilà, l'âge, ça c'est la distribution de l'âge, donc là c'est des courbes qui te disent la distribution, combien il y en a de 20 ans, de 30 ans, etc.
Mais tu vois que si je me restreins aux startups les plus performantes, c'est la courbe en rouge, et tu vois que l'âge, ça culmine à un âge plus avancé que l'ensemble des startups. Tu vois, l'ensemble des startups, c'est la courbe en bleu, et les startups très performantes, c'est la courbe en rouge. Et on voit que les startups performantes, c'est un peu plus de maturité. Moi, je suis encore trop jeune, tu vois, voilà, je dois encore attendre un peu avant de maturer. Voilà. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est... Alors, on peut regarder en termes maintenant, avec des mesures, on regarde la distribution de l'âge en fonction de la performance en termes d'offre publique d'achat. Et là, on voit, c'est intéressant, c'est que, eh bien, au moment de l'âge, donc l'entrepreneur, il tend à être là. Enfin, ça quand même, ça culmine, à part ce point, celui-là, ça culmine quand même à partir de 50 ans. Et c'est là que ça atteint le maximum à peu près. Et pareil, si je veux être... je vois que la performance, ça culmine en termes de croissance d'entreprise. Je vois que ça culmine à peu près dans ces eaux-là. C'est toujours un peu plus élevé. C'est jamais dans les 20 ans ou 30 ans. Vous voyez que si je veux regarder l'âge d'entrepreneur qui crée quelque chose qui marche très bien en IPO ou qui marche très bien en croissance, c'est en général, au moment de la création, c'est des gens qui sont pas tout jeunes, voilà, qui ont une certaine maturité. Ça va pas mal avec l'article de tout à l'heure. Je vous avais dit, un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui a quand même été dans des entreprises, qui a d'abord fait un MBA. En général, tu fais un MBA. Donc déjà, ce qui se passe, c'est qu'avant de faire le MBA, tu travailles déjà avant. En général, quand tu commences un MBA, tu n'es pas tout jeune. Tu fais ton MBA et après ton MBA, tu vas et tu travailles dans des entreprises avant toi-même de créer ton entreprise. Et je vous avais dit déjà tout à l'heure que l'entrepreneur, il passe par des entreprises où il occupe plusieurs fonctions avant de devenir entrepreneur. Donc regardez le temps qu'il faut. Déjà, il faut bosser avant de faire le MBA. Tu fais ton MBA, ensuite tu vas dans ton... Et donc, ce n'est pas très surprenant, les 40 ans. Vous voyez, regarde, ajoutez les années que vous arrivez finalement. Il y a une cohérence avec ce que j'avais regardé tout à l'heure. La relation donc entre âge et probabilité de sortie avec succès, ou entre âge et la probabilité d'avoir un taux de croissance dans le top 1, augmente de manière monotone, c'est-à-dire un quinquagénaire créant une start-up a 1,8 fois plus de chances qu'un trentenaire que sa start-up est soit tout au top de taux de croissance. Un créateur d'entreprise dans la vingtaine a lui la probabilité la plus faible que son entreprise soit parmi les 0,1%. Voilà. Malgré les exemples connus de Zuckerberg, de Gates, de Bezos, voilà, ils étaient plutôt des exceptions que la règle, voilà, en fait. Parce que Zuckerberg, il n'a même pas terminé Harvard, il a créé Facebook à Harvard même, sans même terminer, quoi. Je crois qu'on l'a eu comme étudiant. Il a dû se dégoûter de mes cours. Bon. En conclusion générale sur les caractéristiques des entrepreneurs, les entrepreneurs ne sont pas des spécialistes, mais plutôt des polyvalents qui ont occupé beaucoup de postes différents avant de devenir entrepreneurs. On peut distinguer deux types d'entrepreneurs au profil distinct. Donc il y a d'abord ceux qui sont, c'est plus des entrepreneurs à responsabilité limitée, haute aptitude cognitive, sont adonnés à des comportements illicites, spécialisés dans des activités à forte valeur ajoutée. L'âge est un facteur déterminant et les jeunes dans la vingtaine ont plutôt moins de chances de créer une entreprise qui va, à part quelques exceptions. Alors voilà un petit peu, j'ai quelques caractéristiques d'entrepreneurs, j'aurais pu en parler beaucoup d'autres, et il y a d'autres papiers qui étudient ça. Je voulais simplement vous montrer un peu ce qui se fait en ce moment, disons, à la frontière de la recherche. Si vous allez maintenant, de nos jours, à un séminaire du National Bureau of Economic Research, et que vous regardez un séminaire sur entrepreneuriat, et bien voilà les papiers qui sont présentés dans ces séminaires. Moi, ce que je vous propose ici, c'est vous montre, c'est ce qui se fait maintenant. Il y a évidemment 10 000 questions que vous avez, et c'est des idées pour des papiers futurs, d'accord ? Alors maintenant, je voudrais voir un peu qu'est-ce qu'est l'environnement favorable. Donc, par exemple, Josh Lerner, qui est un grand spécialiste donc, de l'économie d'entrepreneuriat, c'est vraiment lui qui dirige tout le programme au NBER sur entrepreneurship. Et Ulrike Malmendier, elle est allemande, vous voyez, elle est huguenote, vous voyez, Malmendier. Voilà, c'est allemande qui s'appelle Malmendier, c'est huguenot ça. Voilà, donc les auteurs se demandent si l'environnement universitaire influence les choix de devenir entrepreneur et la réussite des projets. Alors, ils regardent des étudiants de MBA de Harvard Business School. Voilà, et ils disent, voilà, est-ce que l'interaction entre étudiants joue un rôle ou pas ? Je pense que c'est des questions que vous allez vous poser si vous mettez des enfants dans des... Je ne sais pas moi, non, je ne veux pas faire de publicité pour
telle ou telle business school, ici. Voilà. Et donc, ils utilisent des informations sur des élèves de MBA à Harvard Business School, d'accord? Et ils considèrent 5897 élèves de 97 à 2004, et ils regardent leur parcours professionnel après le MBA et le succès des projets entrepreneuriaux que certains d'entre eux eh bien, initient après leur sortie de Harvard Business School, d'accord? Donc, alors en fait, ce qui se passe, c'est que, eh bien, quand vous arrivez à Harvard Business School, moi, j'ai jamais été là-bas, mais vous êtes mis dans une section, et une section est constituée d'environ 90 étudiants. D'accord? Et donc, vous allez vivre ensemble, en gros. Hein, vous allez quasiment dormir ensemble. Vous allez partager équipements scolaires, cours obligatoires, projets de groupe, ressources administratives en commun, etc. Donc, typiquement, dans une business school, tu développes des relations privilégiées avec ces gens-là. Donc, déjà, si vous avez des enfants de business school, que vous allez bientôt les marier, eh bien, prévoyez d'inviter les condisciples de la même section, que probablement, ils seront tous invités au mariage. Je pense que... Voilà. Donc voilà. Donc en fait, le nombre d'étudiants est d'ailleurs. Alors il y en a certains. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette section, vous avez des gens qui ont déjà eu une expérience d'entrepreneur et d'autres qui n'ont pas eu une expérience d'entrepreneur. Il y en a qui ont travaillé simplement dans des boîtes, mais qui n'ont pas été entrepreneurs eux-mêmes. Mais vous avez également des gens qui ont été entrepreneurs dans votre section. Et donc c'est intéressant de savoir est-ce qu'ils ont une influence sur vous. Et c'est ça que regardent les auteurs, d'accord? Donc et donc, en fait, le nombre d'étudiants ayant déjà eu une expérience entrepreneuriale varie grandement d'une section à l'autre. Vous voyez, c'est la variance, le min, le max, donc ça varie grandement. Mais vous êtes alloué de manière aléatoire d'une section à l'autre. C'est-à-dire que, en général, les sections, le fait qu'on essaie d'avoir des scores aux tests d'entrée, des pays de naissance, hommes, femmes, etc., qui soient à peu près les mêmes d'une section à l'autre. Mais tout le reste, ça peut varier. C'est-à-dire qu'on ne regarde jamais est-ce qu'il y a autant d'anciens entrepreneurs dans telle section ou dans telle section. On regarde plutôt est-ce qu'il y a parité homme-femme, est-ce que les tests d'entrée sont à peu près, la distribution est à peu près la même. C'est ça qui est regardé. Ce qui fait que du coup, il y a un côté assez aléatoire, c'est-à-dire que tu n'as aucune idée a priori si tu rentres à Harvard Business School, si tu vas être mis dans une section où il y a beaucoup d'ex-entrepreneurs ou peu d'ex-entrepreneurs. Et c'est cette variation-là qui permet de faire de l'économétrie. Sinon, tu ne pourrais pas faire de l'économétrie. Les médecins de la salle comprennent très bien ce que je veux dire. Voilà, donc là, tu vois, alors la proportion d'étudiants ayant déjà eu une expérience entrepreneuriale varie très peu d'une année sur l'autre, en fait, et elle est voilà, à peu près dans ces eaux-là, entre 3,7 et 6,3. Ça, c'est globalement la proportion d'étudiants pour tout avoir d'une cohorte à Harvard Business School qui ont eu une expérience d'entrepreneur. Vous voyez que d'une année sur l'autre, ça varie assez peu. Alors maintenant, l'écrasante majorité des entrepreneurs, de ceux qui deviennent entrepreneurs après le MBA, n'avaient pas d'expérience entrepreneuriale avant le MBA. Donc ça, c'est très intéressant. C'est qu'il y avait quelques personnes qui avaient une expérience entrepreneuriale, mais la plupart des gens qui vont fonder des entreprises avant, comme mon copain Balkanski, il est sorti de Harvard Business School, il a créé son entreprise, mais il n'avait pas eu d'expérience d'entrepreneur avant de rentrer à Harvard Business School. D'accord? Et le nombre de projets qui ont... Alors ce qu'il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est que le nombre de projets, donc ils sortent, ceux qui devraient être entrepreneurs ont des projets qui peuvent réussir ou pas réussir, et il y en a peu qui réussissent en fait. Je veux dire, beaucoup ne réussissent pas. Alors, ils se recyclent toujours, ils peuvent travailler dans des boîtes, d'autres gens, etc. Mais beaucoup tentent des projets qui ne réussissent pas. Voyez ? Et d'ailleurs, les États-Unis, c'est le pays où l'échec n'est pas culpabilisé. Nous, on est dans un pays où on culpabilise l'échec. Aux États-Unis, on ne culpabilise pas l'échec. C'est ça là, le grand secret de l'innovation américaine, c'est qu'ils ont un système qui ne culpabilise pas l'échec. C'est tout un truc là. Bon, ça c'est un autre problème. C'est une petite parenthèse. Donc la variable d'intérêt, c'est la proportion d'étudiants ayant déjà une expérience entrepreneuriale. Et je veux regarder, eh bien, et d'abord quelle est la relation entre le fait d'avoir plus d'ex-entrepreneurs dans ma section et la probabilité que moi, je devienne entrepreneur. D'accord? Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que la relation, elle n'est pas comme vous pensez. Vous auriez pu penser que plus j'avais des ex-entrepreneurs dans ma section, plus grande aurait été la probabilité que je devienne entrepreneur. Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est plutôt l'inverse. C'est très curieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que plus j'ai des ex-entrepreneurs, moins je deviens entrepreneur, quoi?
Hein, ça, c'est quand même incroyable, hein, ce genre de choses. Alors, pourquoi y a-t-il moins d'entrepreneurs lorsque les élèves sont en contact? Alors, il y a deux types d'économistes devant des trucs comme ça. Il y a les économistes qui disent la réalité a tort et je vais la changer pour qu'elle apparaisse juste. Et puis, il y a ceux qui disent, bah, écoutez, je ne m'y attendais pas, je vais essayer de trouver une explication pour ce phénomène auquel je ne m'attendais pas. Voilà. Et donc, Malmendier et Lerner font partie de la deuxième catégorie. Donc, les performances des entreprises. Alors, donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils regardent les projets ratés et les projets à succès. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, plus il y a plus il y a dans votre section de condisciples qui ont été entrepreneurs avant de devenir étudiants d'MBA, moins il y a de projets ratés. Par contre, ça n'affecte pas tellement le nombre de projets à succès. C'est en fait, quel est l'effet des ex-entrepreneurs? Ils vous découragent de vous lancer dans des trucs qui n'ont aucune chance, quoi. Donc en fait, c'est ça, c'est quand même curieux, non? C'est-à-dire qu'en fait, si vous inscrivez plus d'entrepreneurs, vous dites, oh là là, mais ce truc, ça ne va pas marcher, quoi. Donc n'y va pas. Et donc, en fait, il y a moins de projets, mais la fraction de projets qui réussissent est plus grande. Donc, en fait, les ex-entrepreneurs apprennent à leurs condisciples à devenir plus sélectifs dans leur choix de projet. Alors peut-être qu'ils feront moins de projets, mais une fraction plus grande qui va fonctionner. Donc ils n'améliorent pas la quantité, mais la qualité des projets qui vont sortir du cerveau. C'est intéressant, c'est un truc marrant quand même, les effets de... Alors est-ce que ça parle, vous avez des expériences des enfants qui sont passés par des MBA et disent, mais tiens, ça me rappelle mon gars, ma fille, mon fils, etc. Voilà, donc la tendance du nombre de futurs entrepreneurs due à la présence d'anciens entrepreneurs provient seulement de la diminution de projets ratés. Et donc plus il y a de condisciples ayant eu déjà de l'expérience dans l'entrepreneuriat, plus il y a de chances que l'un d'entre eux puisse détecter des problèmes dans le projet entrepreneurial de ses condisciples sans expérience et puisse les conseiller, ce qui fait conduit à une meilleure sélection des projets et des personnes. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà, c'est des études comme ça que tu apprends en étudiant, quoi. Je veux dire, donc conclusion de ce papier confirme que le contact avec les pairs a une influence sur le choix de devenir ou pas entrepreneur, mais contrairement à une idée reçue, être exposé à davantage de condisciples ayant une expérience entrepreneuriale diminue la probabilité de devenir entrepreneur, sauf qu'on est dans de meilleurs projets. Voilà. Elle passe par la baisse du nombre de projets ratés. Le mécanisme à l'œuvre semble être les interactions à l'intérieur d'une section où les retours d'expérience de certains condisciples permettent d'établir une meilleure sélection des futurs projets. Donc voilà, donc là j'arrive à la partie, maintenant je vais passer, j'ai parlé un peu des entrepreneurs, de l'environnement et de l'effet des pairs, et je vais un petit peu parler maintenant des inventeurs, et ça terminera ce premier cours. Voilà. Donc je vais maintenant regarder en particulier les inventeurs. Je vais prendre un petit peu d'eau. Voilà. Alors donc ça, c'est donc mes amis Ufuk Aksigit, qui était aussi à Chicago, Ufuk, John Grigsby, qui était son étudiant à Chicago, qui maintenant est un professeur. Je ne sais pas où il est prof maintenant, je devrais savoir. Il faudrait que je suive un peu où se trouvent tous mes amis. Et Tom Nicholas, qui est donc professeur à Harvard Business School, justement. Et on s'intéresse donc à l'inventeur. Donc ce que font les auteurs, c'est qu'ils utilisent des données historiques de brevets américains qui lient à des données agrégées par État américain, ainsi qu'à des données de recensement fédéral de 1880 à 1940. Leur objectif est de déterminer les caractéristiques individuelles des inventeurs et d'identifier des liens entre l'innovation et l'environnement économique de l'inventeur. Voilà. On reviendra là-dessus parce qu'on essaiera de comprendre pourquoi les États-Unis innovent plus que l'Europe, pourquoi la Chine remonte, qu'est-ce qui peut les limites de la Chine, parce que la Chine est quelque chose de très surprenant. Beaucoup de gens pensaient que la Chine ne deviendrait jamais une économie innovante avec le système qu'ils ont. Et elle est de manière surprenante innovante. Et tout le dernier cours va être consacré à la Chine ici. Et essayer de comprendre le mystère de l'innovation chinoise. Je ne sais pas si on arrivera très loin, mais on va quand même donner des éléments. Voilà, alors ça c'est un brevet. Vous voyez, un brevet, c'est long, hein. Ça c'est la lampe électrique de Thomas Edison, vous voyez. Je ne vous demande pas de tout lire, hein. On n'a pas le temps. Ça c'est la lampe électrique de Thomas Edison, vous voyez, donc la figure, le texte, etc. Voilà. Donc ils ont des données exhaustives sur tous les brevets américains par le US Patent and Trademark Office. Hein, on appelle USPTO, hein, donc ça c'est voilà. Il y a un office européen des brevets qui est à Munich, je crois, qui est l'équivalent du USPTO américain, et il y a un office japonais des brevets également.
Et puis il y a d'autres offices des brevets partout un peu. Et ils regardent les citations pour des brevets. Parce que, évidemment, il y a des brevets de bonne ou moins bonne qualité. Plus on est influent, plus on est cité. Et mieux on est cité. Donc ça, c'est très important, la métrique des citations. D'accord ? Maintenant, on peut faire beaucoup de choses sur les brevets. Vous savez que tous les travaux actuels, les plus récents sur les brevets, c'est qu'on ne regarde pas seulement le nombre de citations d'un brevet, on regarde le texte du brevet. Et on arrive à voir par le texte du brevet si le brevet est très nouveau, pas très nouveau, par les mots qu'il utilise. Et donc maintenant, on utilise le machine learning et les reconnaissances de mots pour dire plein de choses sur les brevets. Et qu'on ne pouvait pas dire avant. Et ça, c'est vraiment tout est en train de se passer. Si vous allez dans des séminaires maintenant sur l'économie de l'innovation, eh bien, vous aurez du mal à trouver un papier maintenant où il n'y a pas, à un moment ou à un autre, le recours à ces méthodes de reconnaissance textuelle et de machine learning. C'est vraiment tout. C'est une explosion de recherche dans le domaine de l'innovation. Je vous en parlerai un petit peu quand je parle de la Chine, mais c'est vraiment une grande nouveauté, quoi. C'est qu'il y a 2 ans, il n'y avait pas ça du tout, quoi. Vous alliez dans un séminaire il y a 2 ans sur l'innovation, il n'y avait pas ça du tout. Voilà. Donc, alors, ils ont un recensement fédéral décennal du Minnesota Population Center qui permet de lier les informations sur les inventeurs à leurs brevets. En moyenne, 46% des personnes ayant déposé un brevet sont mises en correspondance avec les données de recensement. Et là, on voit un certain nombre de choses, d'accord ? Et d'abord, on voit que, eh bien, on a plus de chances plus il y a dans un État, il y a différents États américains, donc chaque point est un État américain. Il correspond à un pourcentage de personnes qui sont en milieu urbain, donc il y a des États, tu vois, plus tu es vers la gauche, plus sont des États américains ruraux, plus tu es vers la droite, plus c'est des États américains qui sont plutôt citadins, tu vois, d'accord ? Non ruraux, je ne sais pas comment on dit. On dit comment ? Urbain, pardon, urbain. Ah. Ça ne va plus, moi. Ça, c'est le contraire, c'est le pourcentage de gens qui vivent dans des fermes ou pas. Et tu vois que, évidemment, eh bien, et là, c'est la moyenne annuelle entre 1940 et 1960 des brevets. Tu vois, c'est brevets par dizaines de milliers d'habitants. Et on voit qu'évidemment, les zones plus rurales, eh bien, innovent moins. Ça, c'est pas un scoop, c'est juste pour te donner, pour te réchauffer un peu, pour te dire si j'avais trouvé le contraire, ben, ça veut dire que ma base de données, elle est un peu suspicious, d'accord ? D'accord, c'est pas. Voilà. Donc, ils trouvent ça aussi à l'intérieur des comtés. Tu vois, ils peuvent aller de manière beaucoup plus granulaire au niveau des comtés. Et trouver ce même résultat. D'accord ? Alors ensuite, le deuxième résultat qu'ils trouvent, c'est que les États les plus développés financièrement ont été plus inventifs. Et ça, ils font une moyenne entre 1920 et 1930, mais ils peuvent regarder des moyennes sur toutes les périodes. Et le développement financier aide. Ce n'est pas un scoop non plus. Je veux dire, si tu es près d'une banque, etc. Donc ça, c'est tout un autre aspect que Bernanke n'a pas regardé, c'est le financement de l'innovation. Et le financement de la croissance, il faut bien qu'il nous laisse un peu à nous quand même. Hein. Donc voilà, et on sait que la finance, bah, ça favorise la croissance. Voilà. Donc ça, donc par exemple, il mesure le développement financier par le volume de dépôt par habitant et les endroits où tu as davantage de développement financier. En général, même l'innovation bénéficie plutôt de financement par action plutôt que par bancaire en général, parce que financement par action, c'est beaucoup plus risqué. Quand tu es venture capitaliste, je te finance, tu n'as rien, tu n'as pas de collatéral, mais je prends une partie de tes revenus et j'ai du contrôle. Si ça ne va pas du tout, je peux reprendre le contrôle. Ça compense pour le fait que tu n'aies pas de collatéral. Donc en général, le financement par capital risque est beaucoup plus adapté à des projets très très innovants que le financement bancaire. Mais là, ils se contentent de regarder le financement bancaire, qui est déjà mieux que rien. Voilà. Hein. Et ils regardent également par comté, à l'intérieur des comtés. Évidemment, les inventeurs individuels ont davantage besoin de financement que les entreprises, au sens que les entreprises peuvent utiliser leurs revenus internes pour en partie financer leur innovation. Enfin, dans les deux cas, le financement aide. Alors, il y a également les États connectés. Alors là, les États connectés, c'est un truc un peu particulier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que l'Ouest, évidemment, s'est connecté plus tard. Donc là, on n'inclut pas l'Ouest, parce que, en fait, si vous voulez, c'est vraiment la connexion, c'est la proximité à la mer, mais c'est la proximité à la mer, la proximité à New York, la proximité au grand port. Voilà. L'Ouest a toujours été moins connecté aux États-Unis. Donc c'est vraiment important, c'est ce qui exclut les États de la Californie. Et on voit à nouveau que, eh bien, l'accès plus facile à la mer
augmente la probabilité d'innovation. Ça veut dire qu'en gros, eh bien, on peut plus facilement exporter, et donc on a un marché plus grand pour ces produits, donc des rentes d'innovation plus grandes, et donc une probabilité d'innovation plus grande. Voilà, donc c'est intéressant parce que ça vous met toute l'économie de l'infrastructure. Vous voyez, déjà, je parlais de l'État. Ben, l'État, il peut contribuer, l'État, il peut construire des trains, des ports, aider au développement financier. On voit déjà que le rôle de l'État qu'il peut jouer aussi pour stimuler l'innovation, d'accord? Mais ça, on le voit vraiment sur des données historiques, hein. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Donc, la relation donc, positive entre interconnexion et innovation est beaucoup plus marquée dans les vieux États historiquement mieux équipés en infrastructure, typiquement côte Est et Midwest. Les États de l'Ouest ont toujours été moins bien connectés. Les résultats suggèrent que l'accès à des marchés extérieurs est une composante importante de l'innovation ayant lieu dans les États traditionnellement développés. Alors maintenant, il y a autre chose qu'ils regardent, c'est une autre mesure, c'est le côté traditionnel des États. Alors eux, ils regardent d'abord les États qui ont été esclavagistes. Alors c'est intéressant ça, parce que les États du Sud des États-Unis, quand je vous disais, il y a deux manières de faire de la croissance. Il y a la façon par le rattrapage, par le développement extensif et par l'innovation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les États du Sud des États-Unis, tant que c'était une économie agricole, ils ont cru beaucoup plus vite, parce que c'est une croissance, si tu veux, qui reposait évidemment sur l'extraction, et donc sur une main-d'œuvre très bon marché et pas qualifiée. Mais dès qu'il y a eu la révolution industrielle, il fallait innover. Et là, il fallait être disruptif. Et là, il y a eu ce qu'on appelle, ce que mon ami Acemoglu et Robinson et Johnson appellent reversal of fortunes. C'est-à-dire que de là où avant, les États du Sud des États-Unis avaient un avantage sur le Nord, à partir du moment où il y a la révolution industrielle, c'est le Nord qui prend le pas sur le Sud. Et du coup, il gagne la guerre de sécession, etc. Vous voyez. Mais ce fait que le Nord garde la guerre de sécession, c'est que ça reflète ce reversal of fortune. C'est-à-dire que dès que ça devient de la révolution industrielle, de l'innovation, etc., eh bien, d'avoir des esclaves, c'est pas bon. Alors, j'ai rien contre la religion, mais la religiosité, c'est moyen. Alors, il y a les deux aspects. Dans la religiosité, il y a de l'éducation, il y a du capital humain, mais ça dépend tout comment c'est fait. Voilà. Donc, il y a le côté capital humain qui est d'un côté qui est bien, mais voilà, il faut en même temps être ouvert à de nouvelles idées. Je vous parlais de disruption tout à l'heure. Tu vois, je dis que les entrepreneurs sont transgressifs. Voilà le mot qu'on ne retrouvait pas, que Quentin m'a aidé à retrouver. Donc, en tout cas, ceux qui pratiquent le plus l'esclavage, ou la religiosité, etc., eh bien, c'est plutôt tendre à être moins innovant. Donc l'idée, c'est que des États considérés marqués plus importants de conservatisme tendent à être plus hermétiques aux nouvelles idées. Et c'est intéressant que l'esclavage, qui était au début, a été une source de développement aux États-Unis pendant la période d'extraction et agricole, est devenu en fait une barrière à la croissance quand il s'est agi de croître par l'innovation. Et voilà. Donc, voilà. Donc il y avait eu d'autres contributions par Wright et d'autres montrant que l'esclavage avait été un frein à la croissance économique. Voilà. Donc en tout cas, en fait, au total, les États les plus densément peuplés ont été plus inventifs, les États américains les plus développés financièrement ont été plus inventifs, les États géographiquement plus connectés ont été plus inventifs, et les États pratiquant l'esclavage furent moins inventifs, et la religiosité tend à être un peu moins, bien qu'il y a du bon et du pas bon dans la religiosité, puisqu'il y a le côté capital humain d'un côté et disons, moins d'originalité de l'autre qui se compense un petit peu. Alors maintenant, on va regarder d'autres caractéristiques des inventeurs. Alors, on va regarder un petit peu leur éducation d'abord. Alors on voit que les inventeurs, eh bien, ils tendent à être quand même en grande majorité. Vous voyez, c'est vraiment dans la catégorie de ceux qui ont suivi au moins quelques années de collège. Quand je dis collège, ce n'est pas le collège en sixième, hein, c'est disons, de premier, deuxième cycle, quoi, universitaire. Donc c'est vraiment dans cette population qu'on trouve vraiment les inventeurs. On a beaucoup plus de chances d'être inventeur quand on est passé par l'université. Donc ça se voit de manière criante. Et puis ensuite, si je regarde entre inventeur, pas inventeur, eh bien, on voit que la grande différence entre inventeur, pas inventeur, c'est à nouveau au sein de ceux qui ont été à l'université. Tu as beaucoup plus de chances d'avoir des inventeurs que des non-inventeurs. Plus tu vas haut, plus tu as de chances d'avoir des inventeurs comparés à des non-inventeurs. Hein, voilà. Donc, alors par âge maintenant, c'est très intéressant. Tout à l'heure, je vous avais dit que pour être entrepreneur, ça culminait à 40, un peu plus de 40. Mais vous voyez, pour les inventeurs, c'est à peu près pareil, quoi. Vous voyez, on culmine à 40, 45, 50, tu vois. Tu es plus productif entre 36 et 55, quoi. D'accord ?
Alors, un autre truc amusant, ça me ramène à il y a 3 jours, mais bon, une petite réception. Alors, les inventeurs repoussent leur mariage et ont moins d'enfants. En tout cas, eurent moins d'enfants entre 80 et 1940. Donc ça, c'est intéressant. Si je regarde ici la probabilité de se marier à différents âges, vous voyez que les inventeurs tendent à se marier un peu moins jusqu'à l'âge de 30 ans et un peu plus souvent après 30 ans. Tu vois, et surtout, ils se marient plus vers 40, tu vois. Ils se marient plus tard, les inventeurs. Voilà. Et ils ont moins d'enfants. Le nombre moyen d'enfants après 35 ans aux États-Unis est de 4,7. Il est de 3,2 pour les inventeurs. C'est intéressant. Hein. Voilà. Alors, les migrations, les inventeurs, alors ça, c'est très important. Les inventeurs ont été plus enclins à avoir émigré de leur État américain de naissance ou d'ailleurs vers un État promettant plus d'innovation. Donc, c'est souvent des gens qui viennent d'ailleurs, d'autres États américains, mais je vais dire, là on regarde que d'autres États américains, mais je vais vous dire aussi que je pourrais vous parler de l'influence de la migration venant d'autres pays et qualifiée. Ça donne beaucoup de gens inventeurs, d'accord? Et on voit que parmi les inventeurs, et surtout, et que c'est vraiment, et que par âge, vous voyez que la différence à l'âge, c'est vraiment vers à nouveau 30-40 que ça devient. C'est d'autant plus des migrants, enfin, des gens qui émigrent vers l'État où ils vont continuer dans ces âges-là. Vous voyez, c'est là que ça se creuse avec les autres catégories. Intéressant. Alors évidemment, après vient la relation avec le revenu des parents. Je vous avais dit qu'on avait beaucoup plus de chances d'être entrepreneur quand on avait notre entrepreneur du type incorporated, quand on était avec un père qui avait des revenus. Ben, c'est pareil, la probabilité d'inventer, vous voyez, elle est beaucoup plus grande quand vous avez des parents qui gagnent plus. Alors ça peut être dû parce qu'ils vous aident à payer vos études. Aux États-Unis, c'est très important. On sait que ce qu'on appelle les tuitions, les frais universitaires sont très élevés. Mais également, c'est parce que les parents qui gagnent plus peuvent avoir davantage de capital humain à vous transmettre ou d'aspiration à vous transmettre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je contrôle pour l'éducation de l'individu, cette relation disparaît. C'est-à-dire que ça passe par l'éducation. Si je contrôle pour le niveau d'éducation, eh bien, l'impact du revenu des parents disparaît, quoi. Donc, si vous faites une réforme comme en Finlande en 1970, où vous rendez l'éducation accessible à tout le monde et de très bonne qualité, eh bien, vous voyez qu'on a fait tomber la dépendance à ce moment-là en Finlande, entre la probabilité d'innover en Finlande et le revenu des parents en Finlande. C'était radical. La réforme de 1970 finlandaise a été radicale. Moi, j'ai toujours prôné une réforme similaire en France, mais je sens que j'ai affaire à des sourds. Déjà avec les retraites, alors on ne va pas parler de ça, bon, pas se mettre dans les retraites. Bon, voilà. Alors le contexte personnel familial, les inventeurs furent en moyenne plus éduqués, ils furent plus productifs entre 36 et 65 ans, ils repoussèrent leur mariage, eurent moins d'enfants. Les inventeurs furent plus enclins à avoir immigré de leur état de naissance vers un état permettant plus d'innovation. Le revenu du père est corrélé positivement avec le fait de devenir inventeur. Surtout, c'est un effet qui est en haut de la distribution des revenus, c'est d'avoir un père vraiment tout en haut de la distribution des revenus. Ça augmente énormément la probabilité d'innover, mais cet effet disparaît une fois le niveau d'éducation pris en compte. Voilà. Donc, vous voyez, comme les entrepreneurs, les inventeurs sont des personnes aux caractéristiques individuelles et personnelles particulières et qui émergent dans des environnements qui sont particuliers. On voit bien les politiques déjà, vous voyez, éducation, concurrence, aider au développement financier, les infrastructures, on voit bien tout ça se dessiner derrière, vous voyez. Et donc, on va continuer. Et je crois que je m'arrête, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Voilà, je crois que... Voilà. Merci.